Bonsoir à tous, on est trop content de vous avoir avec nous ce soir pour parler d'un sujet brûlant. IA, climat. Est-ce que l'IA va sauver la planète? Peut-être, peut-être pas. Avant de commencer à vous parler et de lancer les tables rondes, déjà on voulait remercier l'Académie du climat de nous accueillir parce qu'on est ravis de pouvoir parler de ce sujet dans ce lieu qu'on aime beaucoup. Merci Alexia. Et on voulait aussi vous présenter Data for Good. Alors, qui parmi vous connaît Data for Good? Est-ce que vous pouvez lever la main? Waouh! Bon, bah, je vais quand même représenter. Alors, donc, Data for Good, c'est une communauté de plus de 6000, bientôt 6500 experts de la tech bénévole, donc vraiment tous les métiers, data analyst, data engineer, product, designer, développeur, plein de métiers, plein d'experts qui ont envie de mettre leurs compétences au service de l'intérêt général. Et donc, on a principalement deux modes d'action. Le premier, qui est un peu notre origine, c'est de co-construire avec des associations qui n'ont pas forcément les ressources financières ou techniques en interne pour pouvoir mener des projets qui utilisent la donnée et le numérique, de co-construire avec elles des projets qui vont leur permettre de décupler leur impact. Donc on existe depuis 2015, donc c'est l'année de nos 10 ans, et en 10 ans on a co-construit plus de 120 projets avec plein d'associations, et je vous parlerai des thématiques après. Et le deuxième levier d'action, c'est de prendre la parole publiquement pour dénoncer les impacts du numérique et de la technologie sur la société. Donc du coup, on est un peu schizophrène parce qu'à la fois, on utilise le numérique et à la fois, on dénonce tous ces usages délétères sur notre société. J'aime beaucoup reprendre la définition de Kate Crawford, qui est la fondatrice du AI Now Institute, qui explique, et je pense que c'est un peu ça qu'on essaye de montrer à travers toute notre prise de parole, que l'IA, c'est pas du tout juste une technologie, une technique, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, c'est fondamentalement plus politique, parce que ça repose sur des institutions, des formats culturels, une infrastructure. Donc en fait, il faut vraiment prendre ce sujet comme quelque chose de politique et comprendre. Elle nous dit que l'IA, ça repose sur 3 grands types d'extraction. La première, c'est une extraction matérielle, des ressources minérales, de l'eau, des métaux, de l'énergie. Une extraction de données par notamment un pillage des données publiques au service d'une certaine vision du monde. Et puis, une extraction de travail, parce que tous ces modèles d'IA, ils reposent aussi beaucoup sur le travail très mal rémunéré de nombreux travailleurs du clic, mais aussi parce qu'ils instaurent un autre mode de rapport au travail de plus en plus basé sur la surveillance. Voilà. Donc c'est hyper important quand on parle de ces sujets-là, d'avoir tous ces sujets en tête et de montrer que l'IA, ça va changer le contrat social. Et nous, on essaye de plus en plus de se positionner aussi sur ce sujet-là. Alors on a un petit 40 minutes pour quelques questions. On va parler dans cette première table ronde plutôt des impacts directs, indirects de l'IA sur l'environnement. J'accueille 2 stars. Premièrement Sacha, Sacha Luccioni, qui est chercheuse, experte mondiale de l'impact écologique de l'IA, qui est venue juste pour nous du Canada et qui vient d'arriver en avion, donc elle est un peu fatiguée, et qui commence sa grande tournée pour le sommet de l'IA avec au moins 12 conférences dans les 3 jours à venir. Et donc c'est la première, donc elle est... Ça marche pas. Ah oui, Théo m'a promis des t-shirts, mais je les attends. Tournez, Sacha. On les fera pour la prochaine. Ouais. Et donc tu as écrit notamment beaucoup de publications académiques de référence aujourd'hui dans le monde qui servent en fait comme point de mesure pour beaucoup de chercheurs et d'experts sur le sujet de l'IA. Donc tu vas nous raconter un petit peu ça.
On a aussi Irénée Regnault qui est avec nous, consultant, essayiste, chercheur à l'UTC Compiègne, auteur de plusieurs livres sur les technologies numériques, notamment à l'histoire de la conquête spatiale, qui va nous faire des parallèles un peu plus larges sur les technologies, comme par exemple les technologies de l'espace, et un autre livre qui s'appelle Technologie partout, démocratie nulle part, si je ne me trompe pas sur le titre. Donc on va parler aussi avec toi une prise de recul critique sur les technologies et leur impact sur l'environnement. Première question, Sacha, pour commencer, on va parler de la transparence après parce que je sais que tu as plein de choses à dire, mais est-ce que tu peux commencer déjà effectivement par nous replacer les impacts de l'IA, nous donner un panorama des impacts directs, indirects, des ordres de grandeur, qu'on essaie de comprendre le sujet, pourquoi il y a des impacts et où est-ce qu'ils sont, d'où ça vient, voilà, nous donner une première vue. Tout à fait. Donc, une manière de voir ça, c'est via l'analyse de cycle de vie. Donc, par exemple, quand vous achetez je sais pas, un pantalon, un t-shirt, il y a souvent une analyse de cycle de vie qui a été faite par rapport aux matières brutes, à l'eau, au transport, au GES, etc., qui ont été créés, engendrés par cet objet. Avec l'IA, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas un objet physique souvent. Mais pour un papier que j'ai écrit en 2023, on a proposé une analyse de cycle de vie d'un modèle d'IA. Donc d'abord, il y a tout ce qui est création du matériel pour l'entraînement, pour le déploiement des modèles d'IA, donc notamment les GPU, mais aussi tous les câbles, la mémoire qui est nécessaire, donc toute l'infrastructure physique de l'IA. Ça prend quand même des ressources naturelles, des métaux rares, de l'eau d'ailleurs pour purifier les différentes couches et de l'énergie pour créer ces objets-là. Après ça, une fois qu'on a l'infrastructure, on a justement le premier processus d'entraînement d'IA. C'est souvent celui dont on entend parler parce que c'est vraiment un processus qui est plus tractable. Donc on commence l'entraînement, souvent c'est sur des milliers de GPU, des milliers de microprocesseurs, et après ça on va entraîner pendant par exemple 3 millions d'heures ou quelque chose comme ça au total, donc des mois d'entraînement, puis on va arrêter et donc on a une quantité d'énergie qui a été utilisée, souvent une très grosse quantité d'énergie, et encore une fois de l'eau pour le refroidissement des serveurs. Une fois le modèle est entraîné, il peut être fine-tuné, comme on dit, mais souvent il est déployé. Et le déploiement, c'est un peu plus difficile à quantifier parce que ça dépend du déploiement, ça dépend du mode, ça dépend si c'est sur un GPU, sur un téléphone portable, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus de contexte là-dedans, mais quand même, étant donné qu'on a, c'était combien de millions d'utilisateurs par jour ? De 300 millions par semaine, donc 300 millions de requêtes à ChatGPT par semaine, ça en fait un certain montant, encore une fois, d'énergie, etc. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on a étudié des modèles ouverts, parce qu'en fait, la seule manière d'avoir des vraies données, des données empiriques, c'est de regarder des modèles open source. Donc on a étudié l'année passée quelques modèles d'open source de tailles différentes, des modèles de langue, et on a établi que la parité entre l'entraînement et l'inférence est atteinte entre 50 millions et 250 millions de requêtes, donc dépendamment de la taille du modèle. Donc en fait on peut dire que pour un modèle assez grand, au bout de 20 jours de ChatGPT, on a déjà atteint cette grande quantité d'énergie dont on parle pour l'entraînement en inférence. Et effectivement, comme c'est de plus en plus utilisé, populaire, intégré aussi maintenant dans les moteurs de recherche, dans des sites web, etc. Donc maintenant l'inférence devient de plus en plus conséquente comme source de GES et utilisation d'énergie, mais encore une fois, c'est très difficile d'avoir des vrais chiffres autour des quantités exactes. Et est-ce que tu saurais nous donner une idée de tendance ? Enfin, en gros, est-ce que l'année dernière c'était horrible, cette année c'est encore plus horrible, et demain on en est où et on va vers où ? Je pense qu'en fait, il y a plusieurs tendances. Donc jusqu'à date, la tendance était que, surtout pour des modèles de langue, des modèles fondationnels, est-ce qu'on dit ça, c'était tellement cher de les entraîner qu'il y avait très peu d'organisations qui pouvaient se le permettre, donc relativement peu d'organisations qui entraînent, beaucoup de gens qui utilisent. Maintenant, on questionne un peu cette manière de faire parce que, par exemple, le nouveau modèle de DeepSeek qui a utilisé moins de temps de calcul, moins d'énergie pour l'entraînement, supposément. Donc,
ça se démocratise, l'entraînement lui-même se démocratise, mais par exemple, l'inférence pour des modèles comme DeepSeek est potentiellement plus énergivore parce que c'est des modèles qui vont beaucoup générer de textes, vont un peu expliquer leur raisonnement. Et ça, c'est plus énergivore parce que ça demande vraiment de générer comme des paragraphes entiers de texte comparé au modèle précédent où c'était on te donne la réponse tout court sans les étapes intermédiaires. Donc en fait, il y a un peu des tendances un peu différentes. Donc je pense qu'effectivement, maintenant, on commence à réfléchir un peu à la manière dont on entraîne les modèles d'IA pour être un peu plus, peut-être pas forcément en termes d'efficacité, mais au moins en termes de temps de calcul ou d'argent. Parce que les gens veulent entraîner et ils ne veulent pas dépenser des centaines de millions de dollars. Mais par rapport à l'inférence, c'est encore flou. Je pense qu'il y a quand même des gros modèles qui sont utilisés pour l'inférence juste parce qu'on pense qu'ils sont mieux. Et en termes de quantité d'énergie, c'est un truc qui fonctionne partout dans le monde. Est-ce que comment ça se passe d'un point de vue est-ce qu'on a assez d'énergie pour faire tout ça? En fait, tristement, de l'énergie, on peut quasiment toujours en avoir, mais c'est pas de l'énergie verte. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des concentrations de centres de données, comme en Virginie par exemple, aux États-Unis, on va avoir tendance à installer plus soit de la génération au gaz naturel, soit même au charbon, parce que en fait c'est de l'énergie, ou des générateurs diesel par exemple, parce que c'est de l'énergie qui est contrôlable, parce que tu sais, il y a plus d'énergie requise, on rajoute du gaz naturel, on peut générer plus d'énergie. Mais l'énergie renouvelable, c'est un peu plus difficile à prédire et aussi difficile à avoir un débit constant, parce que les centres de données H24, ils vont demander beaucoup d'énergie, et avec l'éolien ou le solaire, c'est difficile. En fait, coûte que coûte, il y a moins de soleil la nuit. Donc en fait, il y a toujours des pics et des hauts, des bas. Et en fait, pour les data centers, c'est plus difficile d'avoir ça. Donc en fait, on voit qu'il y a des concentrations de centres de données dans les endroits où il y a beaucoup d'énergie générée de manière prévisible, donc de l'énergie non renouvelable. Maintenant, on parle de nucléaire comme une solution pour les centres de données. Donc on parle même de centrales nucléaires privées, des petites centrales nucléaires exprès pour alimenter des centres de données, mais c'est pas c'est pas demain qu'on va avoir ça va prendre du temps, et aussi il y a des questions éthiques par rapport à la privatisation de l'énergie nucléaire qui vont se poser, qui ne sont pas tout à fait résolues. Une dernière question un peu sur le panorama, juste pour pouvoir se faire une idée. Tout à l'heure, on a parlé de la génération d'images, la génération de textes. Est-ce que tu peux nous parler d'une de tes publications, Power Hungry Processing, où tu as justement un peu comparé ça et pourquoi c'est important de le savoir, que en fait, différents usages de l'IA peuvent avoir un impact différent? Quand on parle d'IA, souvent, maintenant, on va parler de modèles de type ChatGPT, mais en fait, c'est une partie c'est un type de modèle d'IA, et il y a beaucoup d'approches différentes. Donc, par exemple, il y a des approches un peu maintenant, peut-être un peu plus vieux jeu, de classification de texte. Donc, par exemple, avant, quand on avait des avis sur un film ou un produit en ligne, souvent, on avait des modèles de classification qui allaient dire, ça, c'est un avis positif ou négatif. Donc, ces modèles-là, ils ne peuvent pas générer du texte, ils peuvent générer juste 0 ou 1, positif ou négatif en tant qu'avis. Et donc, ces modèles-là sont très efficients, et ils ne demandent pas beaucoup d'énergie de calcul. Et à côté de ça, si on utilise un modèle génératif pour cette même tâche, pour par exemple dire si cet avis-là positif ou négatif, ça va utiliser 20 à 30 fois plus d'énergie pour la même tâche. Et en fait, c'est important de comprendre, parce que maintenant, de plus en plus, il y a un genre de tendance à mettre de l'IA générative particulièrement dans des applications, ou avant dans des outils où il y avait de l'IA classificative avant. Donc par exemple la classification des avis, mais aussi la recherche sur Internet. Quand on fait une recherche sur Internet, normalement on veut chercher des informations existantes. Donc c'est de l'extraction d'informations, on appelle ça, et maintenant on va faire de la génération des réponses. Donc en fait, on change le type d'algorithme, et encore une fois, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc pour moi, la question, c'est pas est-ce que l'IA est bonne ou mauvaise, est-ce que l'IA est énergivore ou pas, mais quel type d'IA on utilise, pour quelle tâche et à quel coût. Parce qu'en fait, si on veut faire une tâche générative, on peut utiliser que de l'IA générative, mais si on veut faire une tâche qui demande une classification ou une extraction,
on ne devrait pas utiliser l'IA générative. Et maintenant, on voit que maintenant Google fait les résumés IA quasiment de base sans qu'on le demande. Et ça a un vrai coût dont on ne sait pas exactement les chiffres exacts. Merci beaucoup. Je suis un peu malade, c'est super. Il ne faudra pas prendre ce micro. Irénée, genre ce qu'on est en train de voir, c'est que si on parle de ce sujet-là en ce moment sur l'écologie, c'est que c'est en train d'exploser. L'impact de l'IA est de plus en plus fort parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. On met des sommes colossales sur la table pour déployer l'IA, le démocratiser, que tout le monde en ait. Si on prend une petite prise de recul pour essayer de comprendre cette accélération, est-ce que c'est une nouvelle forme de capitalisme sous stéroïdes? Est-ce que c'est une question d'impérialisme? Est-ce que c'est les idéologies de la Silicon Valley? Est-ce que tu peux nous faire, toi, un retour un peu critique sur pourquoi on est en train d'accélérer comme ça? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs? Est-ce qu'on peut faire des parallèles et qu'est-ce qu'on en retient? C'est difficile comme question. C'est une grosse question. Bon, on va essayer, sans en revenir à l'histoire de l'intelligence artificielle et aux présupposés qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est-à-dire une façon d'envisager le monde qui est issue de la Silicon Valley notamment, avec des préceptes, mais là je ne vais rien vous apprendre, que vous connaissez, hein, le libertarianisme, donc la liberté absolue, qui passe aussi par la technologie, l'idée de fonctionner sans entrave, sinon celle que personne ne vous embête, en fait, ce qui conduit vite à la loi du plus fort en réalité. Des idéologies éparses dont on entend parfois les noms comme le long-termisme, etc. L'idée de voir l'humanité à très loin. Et puis, il y a aussi quelque chose de très spécifique là-dedans qui signale aussi l'importance qu'on met, peut-être médiatiquement aussi, dans les grandes figures de l'IA, figures pionnières. Et on peut évidemment penser à Altman, à Musk, etc. C'est cette idée de génie qui est fondamentale dans la Silicon Valley, qui fonctionne comme ça, avec quelque chose de très eugéniste à la base. On voit aujourd'hui les tenants de ce libertarianisme se déployer complètement, sans ambiguïté, sans complexe vis-à-vis de ces idéologies-là. Et on le voit avec quelqu'un qui s'appelle Marc Andreessen, qui a fait son fameux manifeste techno-optimiste, dire voilà, en gros on y va à plein pot, quoi. On le voit avec Sam Altman également, on le voit avec Sergey Brin de Google d'une certaine manière, mais au-delà de ces idéologies, moi ce que je perçois, pour être un peu plus précis dans la question, c'est que ce relâchement, quelque part il a toujours été un petit peu là. On n'a pas eu une IA qui polluait pas, et tout d'un coup on a une IA qui pollue. Alors on a l'essor des LLM 2022-2020 en fait, en réalité, un petit peu plus tôt avec la consommation qu'on leur connaît. D'ailleurs, on est noyé de tous ces chiffres. Enfin, vous voyez, quand on voit le questionnaire que vous avez fait, qui est utile à titre individuel, ce qui est aussi une question, on sent bien qu'on n'a pas de prise dessus, quoi. Quand on vous dit la consommation des data centers va multiplier par 6 d'ici 2038, enfin, vous faites quoi, quelque part. Ça, c'est un peu gênant. Mais d'une certaine manière, dans les années 2010, on avait déjà des intelligences artificielles qui servaient, par exemple, à faire de la cartographie pour aller faire du binage ou aller repérer des puits de pétrole, quoi. Ça a toujours existé. L'utilisation a toujours été celle-là. Donc on n'est pas tellement dans une déflagration, plutôt une radicalisation d'un processus au long cours qu'on a appelé le capitalisme, le technocapitalisme. On parle de technofascisme parce qu'on commence à réaliser que le capitalisme et le fascisme ont parfois un petit peu des accointances et l'histoire nous le montre bien. Mais il y a aussi eu, pendant ces années-là, des efforts qui ont été faits. Dès 2007, Apple est carbone free sur le papier, c'est des achats de crédits carbone et des émissions compensées. C'est rejoint par Google, Microsoft, etc. Années 2008, 2012, il faudra regarder plus précisément, mais peu importe. Donc il y a un discours, il y a une volonté en fait d'être green, vert, de découpler aussi, ce qui est aussi découpler donc PIB, croissance et technologie, qui est aussi un mythe fondateur dans la Silicon Valley, de dire c'est cette société de l'information qui va nous permettre d'optimiser. Donc optimiser les conduites humaines, optimiser les conduites humaines vis-à-vis de la guerre aussi, parce que la cybernétique naît après l'effroi nucléaire et on se dit, en très raccourci, on va confier la vie de la société humaine à des machines, c'est un peu ça le credo. Et là, on est passé dans complètement autre chose. Il y a une liberté totale, quoi. Peut-être un point supplémentaire, à la fin des années 2010, on a quand même eu une forme de fabrique déjà de l'ignorance quelque part. Puisque la grande question écologique ou environnementale qui se posait avec l'IA, c'était dans quelle mesure sa contribution à la décarbonation est plus forte que ses émissions nettes, quoi, d'une certaine manière. Et on a vu beaucoup d'études, notamment du GESI, qui sont apparues dès 2012, et puis ensuite ils ont réitéré en 2018, 2020, où ils expliquaient que oui, on met beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de numérique partout,
Mais en réalité, on va pouvoir décarboner l'économie de 15%. Bon, résultat, ça n'a pas fait moins 15, ça a fait plus 15 en réalité. Et vraiment, c'est ça. Donc, moi là, on va en parler tout de suite, mais la question qui m'intéresse, c'est de retrouver des prises face à ces éléments, et ce qui demande beaucoup de méthodes, beaucoup d'étapes. Les premières étapes commencent par démystifier ce que c'est que l'intelligence artificielle, expliquer qu'on n'a pas, expliquer qu'elle est plurielle, expliquer qu'un algorithme, c'est pas tel autre algorithme selon l'endroit où il est utilisé, qui pollue pas tous pareil. Et ça, c'est un travail de déconstruction qu'on a besoin de relocaliser, parce que les prises démocratiques sont locales. Et justement, tu me disais, il faut faire attention à aussi aller taper trop sur les Américains, même s'il y a de quoi faire, parce qu'en fait, c'est pas que un sujet des idéologies de la Silicon Valley, c'est aussi des choses qu'on voit en France, des data centers à Marseille. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, ça n'empêche pas de taper sur les Américains un petit peu quand même, parce que c'est quand même eux qui dominent au niveau du stack, quoi. Ce sont leurs technologies. Alors en ce moment, on tape sur les Chinois parce qu'il y a DeepSeek. DeepSeek est un moment intéressant aussi, hein. Je fais juste un petit écart, mais DeepSeek, ça a été signifié comme un moment Spoutnik, quoi. Donc faut voir la rhétorique, la remémoration traumatique des États-Unis qui ont besoin de se remettre dans cette guerre froide avec la Chine comme substitut fonctionnel à l'URSS pour justifier finalement des dépenses absolument colossales qui sont d'ailleurs intervenues avant et pas après, contrairement à Spoutnik. Enfin, peu importe, on peut en faire toute l'histoire, mais ça c'est quand même particulier. DeepSeek qui au passage fait travailler sans doute des dizaines de milliers, des centaines de milliers de travailleurs pour la notation des données, hein. C'est exactement pareil, il y a des travaux du Deep Lab qui viennent de sortir là-dessus. Vous tapez Deep Lab sur Google, vous allez voir, enfin, sur Quant, peu importe, les derniers travaux, la note qu'ils ont faite hier, c'est vraiment intéressant de comprendre à quel point ils dégomment totalement l'idée que DeepSeek fonctionne comme ça, sans consommer. C'est pas des données synthétiques alors? Moi j'avais lu que c'était des données générées par d'autres modèles de langue. Oui, ça c'est ce que dit Sam Altman. Ouais. Maintenant, c'est ce que DeepSeek a dit, non? Enfin, oui, mais dans un réflexe qui est en fait une sorte, c'est ce que dit Deep Lab, hein, je ne fais que retranscrire ici, une sorte de racisme décomplexé vis-à-vis des Chinois sous la forme de ils font rien eux-mêmes, c'est nous qui faisons tout, puis ils nous piquent notre matière, quoi. Non, on a piqué vos données, ils ont piqué nos données, donc c'est eux les méchants. Non, mais il y a vraiment des annotateurs derrière. Donc pour le cas français, moi je suis arrivé pour mon premier bouquin Technologie partout, démocratie nulle part. Vraiment en pleine controverse sur la 5G. Et c'était caractéristique, on ne parlait pas encore vraiment d'intelligence artificielle, mais on avait déjà des éléments de langage dans la littérature grise européenne, en fait, hein, c'est-à-dire dans les documents de la Commission qui sont réalisés 10 ans avant de la mise en place d'un réseau, hein, un réseau de télécommunications. Par exemple, le réseau 6G, on le pense depuis 3 ans avec des consortiums, avec Nokia et d'autres entreprises, avec une idée phare dans ces documents, c'est ce qui est politiquement intéressant, c'est qu'ils préjugent de l'augmentation des usages. En gros, ce sont des consortiums qui se réunissent, qui réunissent des personnes, alors des citoyens, en fait, ce sont plutôt des clients, et qui leur demandent, est-ce que vous êtes intéressé pour avoir 30 gigas plutôt que 10, quoi. Quand on vous pose la question comme ça, forcément, vous répondez plutôt 30, et on en arrive en fait à faire des prévisions, des anticipations d'usage qui sont absolument énormes. Donc en 2017, on vous disait qu'on allait tous consommer X gigas avec la 5G, ce qui n'est jamais arrivé, hein. Mais en préjugeant que c'était un besoin, que c'était même un désir du consommateur. En fait, on n'est pas du tout dans une politique de la demande, on est dans une politique de l'offre. Et ces réseaux-là soutenaient l'offre. Et donc au final, on se retrouve avec toute la controverse que vous connaissez, on se retrouve avec des antennes absolument partout qui croisent les questions complotistes, de santé, qui s'inscrivent dans le social où elles sont entrées par effraction, donc elles rencontrent les gens, en fait, et c'est bien normal. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on va voir les gens, au ras des pâquerettes dans une ethno-sociologique de base, on se rend compte que les problèmes ne sont pas du tout ceux auxquels on a pensé. Moi, j'ai beaucoup été choqué par les mises en accusation de complotisme, de mise en amish, comme on dit. Moi, j'avais fait une interview dans Libé au moment des amish, le livre sortait, pour expliquer que les amish, en fait, finalement, leur gestion des technologies n'était pas si bête. Hormis le côté un peu réac forcément du truc, mais bon, ça je le mets de côté. Et quand on va voir, moi j'étais vraiment très intéressé d'avoir les groupes anti-5G, c'est des groupes qui vous disent moi je suis pas contre la 5G, je m'en fous, je sais pas comment ça marche. Par contre, j'habite dans un HLM pourri, la cage d'escalier dégouline de partout, le radiateur fuit, les boîtes aux lettres sont cassées et en fait mon bailleur privé me dit qu'on va mettre 3 antennes 5G sur le toit. Et donc là vous faites quoi en fait ? Quand vous scrollez sur YouTube à longueur de journée ou sur Facebook, que vous avez des images complotistes et que cette technologie arrive dans vos vies avec ces questions-là, forcément, les moyens de mobilisation sont faibles. Donc d'où la question, je termine par là,
parce que je la vois beaucoup en ce moment et je la trouve très réduite et comment dire, à la fois normative et réductionniste, qui est la question de politiser les technologies. Il y a des gens aujourd'hui dans les médias qui vous disent qu'il faut politiser les technologies. Alors, je serais tenté de dire par provocation non, parce que ça veut strictement rien dire. En fait, il faut comprendre ce que ça veut dire politiser. Politiser, c'est traiter des questions de justice. Qui a quoi, pourquoi, des questions de statut, qui est au-dessus de qui, pourquoi il y a des annotateurs qui travaillent pour nous, ça c'est une question sociale à la base de l'IA, et qui gagne plus que qui, pourquoi l'infirmière gagne moins que les traders, etc. C'est ça le politique. Donc il faut poser ces questions-là, et la question derrière cette question, c'est qu'il faut les arènes pour le faire. Donc elle est directement politique. Allez voter pour les partis qui ne vont pas supprimer, par exemple, la Commission nationale du débat public, ce qui était quand même un prérogatif de Bruno Le Maire il y a quelque temps. Allez voter pour les partis qui ne vont pas supprimer l'ADEME. Je pense que de manière générale, la technocritique doit se relier directement à la question politique et à la question des partis, parce que sinon, on n'a strictement aucune prise en dehors des tables rondes, aussi sympathiques fussent-elles. Hein. Merci beaucoup. Une des questions qui pose... on a besoin de reprendre aussi un peu le contrôle, c'est ce que tu disais, genre quand on voit les chiffres, en fait, on n'arrive pas à se saisir de ce que ça veut dire. Sacha, quand tu vois une requête ChatGPT, c'est 10 recherches Google, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la transparence autour de ces données-là? Comment on se saisit de ça? Comment on trouve ces chiffres-là? Et est-ce qu'on peut y faire confiance, quoi? Tu cherches là. Donc, quand j'ai commencé, en fait, donc, pour faire une petite parenthèse, j'ai commencé, je veux dire, ma deuxième réincarnation dans l'IA, dans tout ce qui est application positive, dont tu as parlé tout à l'heure brièvement, mais tout ce qui est IA pour le climat. Et je travaille avec Yoshua Bengio, qui est un des grands penseurs à Montréal, etc. Et à un moment donné, quelqu'un est venu me dire, et si tu faisais plus de mal que de bien avec tes recherches? Et je me suis rendu compte que je n'avais pas les réponses. Et donc c'est là que j'ai j'ai repensé ma recherche et j'ai commencé à vraiment faire les recherches sur l'impact environnemental de l'IA. Donc ça c'était 2018. Et pendant quelques années ça allait bien parce qu'en fait souvent un papier sortait, un article sortait et puis il donnait au moins des ordres de grandeur de on a utilisé tel GPU, tant de tel GPU pendant tant de temps et au moins on pouvait avoir un ordre de grandeur sur l'énergie, estimer les GES et depuis que ChatGPT est sorti, tout ça s'est arrêté. Parce que maintenant, même avant, mais maintenant encore plus, recherche et capitalisme sont très, très liés dans le domaine de l'IA, dans la recherche en fait en IA. Et c'est ça qui est assez incroyable parce que les chercheurs ne peuvent pas... En fait, pour faire de la recherche en IA et pour être compétitif en ce moment, il faut avoir une affiliation ou un financement des GAFAM parce qu'on a besoin de calculs et c'est Microsoft, Google, Amazon, etc. qui ont les plus grands superordinateurs. Il y a quelques institutions aussi en France et aux États-Unis, etc. qui ont un superordinateur normalement par pays et c'est très, très convoité, etc. Donc souvent les gens ont des affiliations avec des GAFAM ou des financements de calcul des GAFAM et ça vient avec des conditions. Et donc maintenant, malheureusement, il y a même au sein de la recherche en IA, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Et maintenant, on ne parle plus de papier scientifique, on parle de rapports techniques, technical report, et donc un nouveau modèle sort, genre, je sais pas, c'est quoi Gemma, celui de Google. Ils ne vont pas donner ni le code, ni raconter les données, ni raconter la procédure d'entraînement. Ils vont juste dire, notre modèle est super bien, il a battu tous les records. Croyez-nous sur parole parce que vous n'aurez pas accès. Et donc, du coup, depuis 2 ans, mon boulot est beaucoup plus compliqué. Et en parallèle à ça, il y a de plus en plus de gens qui font face à ces technologies, qui utilisent ces technologies. Parce que, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours travaillé en traitement automatique des langues. Donc, aussi, c'est le côté texte de l'IA. Et c'était une application relativement niche jusqu'à ChatGPT. Et là, on a vraiment commencé à avoir le boom de ces technologies-là. Donc, d'un côté, on a une démocratisation de l'usage de ces technologies, couplée avec une manque de transparence croissante. Et maintenant, on parle vraiment de secrets corporatifs. Quand on parle aux gens de Google, Microsoft, etc., ils disent qu'ils ne peuvent pas donner de chiffres, même sur ne serait-ce que
combien d'heures de calcul, genre un truc relativement neutre, genre même pas parler d'énergie ni de carbone, juste combien d'heures de calcul vous avez utilisé, ils ne le disent pas. Ni la taille du modèle, ni l'architecture du modèle, ni les données, parce qu'ils se sont rendus compte que le plus d'informations qu'ils donnent, le plus ils perdent un peu l'aspect compétition, mais aussi le plus qu'ils s'ouvrent la porte à des litiges. Parce qu'en fait, s'ils disent, ah ouais, on a pris vos données de Gmail, de Google, de YouTube, et en fait, OpenAI qui a pris qui a pris des vidéos de YouTube, qui a transcrit ces vidéos-là pour avoir des données d'entraînement, apparemment. Le plus d'infos qu'ils donnent, le plus qu'ils peuvent être poursuivis en justice, ou le plus que ça paraît mal pour leur image de dire, ah ouais, on a émis, je sais pas, 300 tonnes de CO2 juste pour un modèle qui sert à une application niche parmi d'autres. Et donc, en fait, c'est vraiment dur d'avoir des chiffres et ça me hante parce que je ne peux plus répondre à ces questions. Donc, même ces chiffres qu'on a vus à l'écran, c'est des estimés basés sur, je pense, pour la recherche Google, c'est le Shift Project qui a fait une genre d'estimé, mais complètement externe. C'est pas Google qui a dit une recherche Google, c'est tant de kilowattheures. C'est le Shift Project qui a essayé de calculer ça. Et je pense que pour la requête ChatGPT, c'est mon travail à moi sur Bloom, je pense, qui est utilisé parce que c'était la première étude sur un grand modèle de langue qui est sensiblement similaire à ChatGPT, mais on ne sait même pas. On ne sait pas si ChatGPT c'est un modèle, 8 modèles, 8 modèles et un raton laveur. Enfin, je veux dire, on ne sait pas. Et donc, pour moi, oui, c'est peut-être 10, mais peut-être c'est 50, peut-être c'est 5, peut-être c'est 5000. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres et c'est pour ça que je fais beaucoup de recherches empiriques en essayant de vraiment prendre des mesures moi-même pour au moins pouvoir parler en chiffres concrets de temps en temps. Alors, je me demandais quand même, dans l'IA Act, il y a quand même une prérogative qui est celle de la transparence quant à la provenance des données. Mais c'est en Europe. C'est en Europe. Et justement, j'allais y venir, c'est un peu toute la question en fait, c'est que il y aurait ça, il y aurait ce qui s'appelle le devoir de vigilance pour la question sociale, c'est-à-dire qu'une entreprise doit être comptable des conditions de travail de ses sous-traitants et des sous-traitants de ses sous-traitants jusqu'à un certain niveau selon des certaines tailles qui font l'objet de lobbying depuis des années. Donc effectivement, c'est une question qui est complexe. C'est une question aussi où moi j'aurais tendance en tant que sociologue à ne pas tellement juger les usages. Parce que je vois, par exemple, d'ailleurs, vous le montriez assez bien, il était très utile votre questionnaire, de savoir ce qu'on demande de faire à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut incriminer quelqu'un qui s'en sert comme d'un psy? Moi, non. Enfin, je suis obligé d'avoir un regard absolument neutre. Structurel aussi. Oui, et structurel sur ces questions-là. Pourquoi les gens l'utilisent pour faire ça? Après, ça n'empêche pas d'envisager une question purement carbone. Et en tout état de cause, et c'est la question qui anime aussi beaucoup les groupes technocritiques. Moi, j'ai monté un groupe technocritique en 2017, ça s'appelle le Mouton Numérique. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Donc, ce sont des sphères que je fréquente beaucoup. Je côtoie beaucoup de gens qui sont plus ou moins technophobes, de très très technophobes à moins technophobes, etc. Et la question finalement de la réappropriation j'allais dire des moyens de production, mais d'une certaine manière, c'est un peu ça en fait. Du stack technologique commence à se poser même chez nous. C'est-à-dire quelle infrastructure on a à mettre en face pour discuter. Et pour faire un parallèle avec l'industrie spatiale que je connais très bien aussi, on a exactement la même chose au-dessus de nos têtes. À peu près 1000 km au-dessus de nos têtes, on a plus de satellites en orbite que d'ingénieurs chez vous. À peu près 7000 aujourd'hui, qui sont des infrastructures numériques aujourd'hui, en fait, aussi, dans un cadre totalement dérégulé, et une Europe qui fonde sa propre constellation de satellites pour y répondre. Et une constellation qui s'appelle Iris Square, qui est à plein d'égards intéressante, en fait, parce qu'elle est publique aussi, même si l'Italie veut un petit peu en sortir. Donc il commence à y avoir des travaux, je pense, plus structurels aussi, qui sont de l'ordre des travaux, malheureusement. Je pense aux travaux de Ricap et Cédric Durand, notamment, donc l'auteur d'un livre qui s'appelait Techno-féodalisme. Alors, pas Varoufakis, mais le livre d'avant, peu importe. Et eux avancent l'idée d'un digital stack européen, donc d'un socle, le fond de tarte technologique. Pour discuter, il faut quand même avoir des data centers, il faut quand même avoir des outils de base localisés chez nous, j'allais dire, pas forcément chez nous d'un point de vue purement national, on peut l'envisager de manière régionale. On n'a pas forcément besoin qu'ils soient aussi gros qu'aux États-Unis. On peut envisager des Amazon locaux, un peu coopératifs. Enfin, on est quand même capable de le faire, à des échelles régionales, un petit peu comme des monnaies locales, On pourrait sans doute, peut-être, si c'est utile, imaginer des modèles de langage qui serviraient dans ce même genre de registre. Donc, ce sont les pistes vers lesquelles il faut aller aujourd'hui. Et encore une fois, elles sont
enfin, je suis le premier à le déplorer, mais elles ne sont pas vraiment à l'agenda politique encore, quoi. Tout à fait. Je vais m'arrêter de poser des questions pour laisser la chance au public de pouvoir en poser. Merci beaucoup déjà pour cette première phase. Oui, on peut les applaudir. Je pense qu'on a le temps pour 2 ou 3 questions. J'aimerais bien alterner une femme, un homme, et surtout, si vous commencez votre question par « c'est pas une question, c'est une remarque », Sacha, elle répond pas. Je confisque. Ça marche? Je pense que ça marche. Oui, alors, oui, question rapide. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'IA qui sont introduits dans les services, comme par exemple, ils écoutent dans des suites Microsoft, etc., dans les trucs qui analysent ce que vous faites, pour éventuellement pouvoir vous proposer des choses. Alors ça, j'imagine que même si on ne l'utilise pas, ça consomme énormément d'énergie, parce qu'ils sont en permanence en train d'analyser ce que vous faites, et même si vous ne l'utilisez pas, ça consomme. Donc est-ce que ça, on peut le quantifier ou pas? C'est intéressant parce qu'en fait, ces algorithmes sont super efficients, super efficients. J'ai une amie d'ailleurs qui avant travaillait chez Google. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous faites une recherche Google, il y a une vente aux enchères qui se passe en temps réel pour l'espace de pub en haut des recherches. Et en fait, elle disait que ces algorithmes-là sont dans les microsecondes. Et en fait, après ça, il y a des compagnies qui vendent, mettons, des chaussures d'hommes ou en cuir ou je sais pas quoi, et donc ils vont faire vraiment une vente aux enchères dans la microseconde du résultat. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que ces algorithmes-là qui nous vendent des choses en permanence ils font partie de problèmes, mais pas à cause de leur consommation énergétique. C'est ça qui est fou, parce qu'ils sont tellement, comment dire, rendus efficients, distillés, en fait, oui, en cumulatif, quelque part, ça pose problème, mais comparé au modèle de langue qui, de base, c'est vraiment des usines à gaz, c'est pas vraiment ça le problème, mais c'est les effets qu'ils ont, c'est les effets indirects, on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler, c'est le fait qu'ils nous causent, genre par exemple, 80%, je pense, du profit de Google, c'est les publicités, et 1/3 ou 2/3 des ventes d'Amazon, c'est leur engin de recommandation. Donc, en fait, c'est ça les impacts pour moi qui sont préoccupants, pas tant l'énergie ou les GES de base, mais ce que ça engendre comme consommation et comme impact plus large. Et c'est là où on a 0 données là-dessus. Mais j'ai écrit un papier là-dessus récemment, en théorie. Moi, j'avais une question quant à la réglementation. Est-ce que vous considérez l'un l'autre que c'est un avantage ou un inconvénient par rapport au bloc américain, au bloc asiatique? Et la question qui est afférente aussi, c'est est-ce que vous considérez qu'il peut y avoir un audit des datasets, par exemple? Alors, sur la réglementation, c'est utile de réguler. Dans le RGPD, pour répondre à la question qui vient d'être posée à l'instant, il y a un principe de minimisation des données. Alors, ça ne répond pas à ce qu'on a décrit, qui s'appelle le capitalisme de surveillance, en fait. Donc ça, c'est compliqué, aussi parce qu'on n'a rien à mettre en face, mais c'est un début de réponse. Et ça y répond dans d'autres systèmes. Par exemple, vous avez des systèmes d'intelligence artificielle ou algorithmique. Prenons un exemple très simple. En France, bien de chez nous, à la CAF, quand on veut mesurer un score de risque, on va aller regarder combien de fois une personne s'est connectée sur son espace client chaque jour. Ça n'a strictement aucun sens. Et ce sont des systèmes qui discriminent. Pour discriminer des masses de personnes très importantes, il faut aller dans le détail. Donc c'est le genre de truc qu'on fait. Donc oui, à ce niveau-là, ne serait-ce que pour nos systèmes à nous, et je ne vous parle pas des caméras de vidéosurveillance algorithmique, etc., c'est utile. Sur l'IA Act, je ne vais pas tous les faire, DSA, DMA, etc., c'est aussi intéressant. Alors il y a eu des trous suite aussi à des entrées de lobbyistes. L'IA Act, c'est un truc qui a permis quand même de classifier les systèmes d'intelligence artificielle par catégorie de risque. Peut-être, je l'explique un peu pour les gens de manière un petit peu aléatoire. Et puis, de toute façon, la notion même de risque, elle est discutable. Genre, pourquoi on régule sur les risques? Ça, c'est un choix normatif, juridique. On peut aussi réguler par les droits. Par exemple, on a un droit à la déconnexion. On pourrait réguler par les droits des travailleurs. Il y a une directive qui s'appelle la directive des travailleurs des plateformes pour faire ça. Donc, c'est absolument utile de réguler.
il n'y a pas de conflit, de complexité entre régulation et innovation. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans des entreprises qui font soit des objets numériques, soit de l'intelligence artificielle. Donc, c'est plutôt des grosses entreprises, pas forcément des PME qui auraient peut-être d'autres sujets. Faire ce qui s'appelle un DPIA pour la CNIL quand vous sortez un nouveau système avec des données, c'est quelques réunions, peut-être 4 ou 5 réunions, donc ça met 2 mois, avec des ingénieurs, des data scientists, le chef de produit, le légal, etc. Enfin, ça se fait, quoi. C'est pas ça qui nous met du plomb dans l'aile. Ce qui nous met du plomb dans l'aile, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de stratégie industrielle coordonnée. J'enfonce une méga porte ouverte, hein, désolé. Mais surtout qu'on n'a pas de stratégie industrielle coordonnée qui ne soit pas la même que les États-Unis. Parce que méfiez-vous de cette vraie question de la stratégie industrielle. Là, vous voyez les groupes technofascistes qu'on a aux États-Unis, là. Ils arrivent en France. Hein. Ils sont là depuis un moment, avec certaines idéologies qui sont connexes. Question de QI, eugénisme, nationalisme forcedé, fascisme, je peux vous citer des noms, Laurent Alexandre par exemple, mais beaucoup de gens qui sont derrière, qui veulent fonder une tech française nationaliste, mais qui finalement auraient des objectifs sociaux pas forcément différents de celles des États-Unis. Si on fait du français pour faire de la vidéosurveillance algorithmique et qu'elle n'est pas chinoise, moi ça ne m'intéresse pas. Donc il faut, je reviens à ma question de tout à l'heure, repenser les conditions de production technologique sous leur versant politique. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Et où on veut le faire? Et le on, ce sont des endroits localisés avec des arènes localisées. Donc ça peut être des conventions citoyennes, ça peut être la Commission nationale du débat public, ça peut être le CESE, ça peut être un CSE dans une entreprise. Vous voulez négocier une technologie dans une entreprise, vous avez des textes de loi, en fait. Du moment que ça change la fiche de poste, eh ben, y a un truc au CSE qui vous arrête et qui vous oblige à négocier. Donc la question de la démocratisation ici et du légal, en fait, c'est la question de la place des syndicats. Voilà. Donc il faut encore une fois retourner toujours au ras des pâquerettes sur ces questions-là. Allô? Oui. Moi j'avais une question sur, on parle beaucoup de données, vous avez beaucoup parlé de données. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un principe de précaution qui précéderait les données, au même titre que toutes les données qui ont manqué sur le tabac ou sur le réchauffement climatique? Est-ce qu'on ne pourrait pas préagir avant ces données même? À quel point ce serait possible et à quel point on pourrait porter ce discours? Bah, éventuellement un jour oui, mais je pense que le problème c'est que c'est comme thank you for smoking. Et on n'est pas encore rendu à catégoriser l'IA dans la même catégorie que les cigarettes ou les armes. Il faudrait peut-être d'ailleurs, mais on n'est pas encore rendu là parce que je pense qu'une partie du problème c'est la conceptualisation de la chose, parce que l'IA c'est tellement diffus que quand je parle à des gens, mais vraiment comme des décideurs politiques ou des gens qui écrivent ces textes de loi, ils ne comprennent même pas c'est quoi l'IA et de quoi on parle. Au Québec, on dit qu'est-ce que ça mange en hiver, ils ne comprennent pas et c'est fou. Et après ça, genre, juste comme faire des catégories ou faire des catégories de risque, quand tu les vois, tu te rends compte que les gens qui ont écrit ces catégories ne comprennent pas ce que c'est l'IA et pourquoi. C'est pas parce qu'un modèle est plus petit ou a moins de flops ou je sais pas comment ils ont fait ça, que ça peut pas faire énormément de dommages. Genre, c'est utilisé dans un cas de système juridique pour classifier quelqu'un comme à risque basé sur la couleur de sa peau. Ça peut être un modèle très très simple. Et pourtant, on a classifié ça comme bas risque parce que c'est petit. Donc en fait, je pense qu'on est tellement loin de pouvoir vraiment légiférer l'IA d'une manière informée. Et là, on est vraiment dans je sais pas, genre les grandes lignes pour faire genre qu'on fait quelque chose, mais en réalité, on fait pas grand-chose. Alors là-dessus, moi je lui dirais de façon, mais je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire, c'est entre guillemets une lutte sociale et une lutte intellectuelle. L'idée de précaution, elle est intéressante, et il faut lutter encore pour la précaution, qui est constitutionnelle en France, hein, c'est dans la Constitution, le principe de précaution, c'est jamais utilisé, et dès que c'est brandi, c'est par des gens qui sont contre pour dire « Ah, on fait trop de précautions ». Bon, en réalité, on n'en fait pas. Et pourtant, c'est un principe fondateur de la philosophie des sciences, qui permet de documenter en cas de risque. Donc c'est quand même de faire de la science, en fait. Le principe de précaution, c'est un principe vraiment intéressant, y compris pour les ingénieurs, les scientifiques, etc. Sur la donnée, il y a des pistes de solutions, possiblement de faire des choses, voilà, qui sont encore étayées depuis quelques années. Par exemple, il y a 5-7 ans, la grande mode dans les papiers de recherche, c'était d'imaginer la collectivisation des données. Parce qu'on pense toujours les données à titre personnel. Par exemple,
dans le RGPD, c'est la protection des données personnelles. Bon, bah voilà. Sauf que vos données ne sont pas personnelles, vos données sont collectives. Vos données prennent du sens en relation avec les données des autres. Sur Facebook, c'est votre graphe social qui prend du sens. Et c'est pour ça que vous avez tellement de mal à vous embarrer, parce que vous ne pouvez pas le prendre avec lui. Donc, ce qui pose une question qui est celle de la portabilité. Comment je passe d'une plateforme à l'autre. Donc ça, c'est un combat à mener avec des dirigeants qui ne sont peut-être pas tout à fait, comme tu dis, toujours au niveau. Il y en a certains qui le sont, ils ne sont peut-être pas toujours élus. Donc, retour à la question précédente. Et je pense qu'on a le temps pour une petite question, petite réponse, avant de passer à... Et désolé, la règle dit que c'est de ce côté-là. Désolé. Merci beaucoup. J'ai voulu vous demander par rapport aux tentatives de responsabilisation des plateformes par l'ONU, par exemple, dans le cadre de Business and Human Rights Guidelines ou par l'UNESCO dans le cadre de leurs aussi guidelines sur les plateformes digitales, je pense. Est-ce que vous pensez que c'est complètement pessimiste en fait comme projet, on ne va pas y arriver, ou est-ce que vous pensez que le dialogue multilatéral c'est pas du blablabla? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à responsabiliser des compagnies privées? Je pense que surtout les GAFAM ont tellement d'argent qu'ils préfèrent payer des pénalités que changer les pratiques, et on voit ça de manière récurrente, qu'ils font des trucs qu'ils savent sont illégaux, ils ont des pénalités dans différents États, régions, etc. Ils les payent et ils continuent à faire les mêmes choses. Et aussi, les lobbies des GAFAM sont incroyables. Genre, partout, à Bruxelles, à Washington, à Ottawa, il y a vraiment des gros lobbies. Donc, par exemple, en décembre, j'étais à la conférence de l'Agence internationale de l'énergie sur l'IA et l'énergie. Et j'étais complètement choquée il y avait au moins un représentant d'un GAFAM sur chaque panel, sur chaque discussion, sur chaque table ronde. Et pour moi, c'était genre, et en fait, c'était toujours, ah mais on n'a pas de chiffres, ah mais on ne sait pas exactement comment les avoir, ah mais là on n'est pas prêt, machin. Et en fait, c'était fou parce qu'il y avait genre, le pushback qu'ils donnaient et ça c'était dans un cadre quand même politique, qu'ils essayaient d'avoir des chiffres sur la consommation énergétique de l'IA et en fait autant Nvidia, Google, Microsoft, ils étaient en mode non. Et c'est ça qui m'a fait comprendre le fait que ouais, à tous les niveaux de action politique, il va y avoir énormément de pushback des big tech et l'argent quoi. Et qui ont des relais en France. Hein. Je pense à un papier de Charles Thibault, qui est un collègue chercheur qui a fait un papier extraordinaire sur quelque part la façon dont s'organisent les liens entre les élites françaises qui pantouflent, qui sortent des grandes écoles, qui travaillent pour Google, etc. Enfin, au-delà de faire du lobbying, ce sont des gens, des sociétés qui s'infiltrent dans la société française par le haut, en fait. Donc il y a une question un peu de classe, pour le dire en des termes marxistes un peu basiques. Ensuite, sur les éléments fondateurs des principes éthiques de l'ONU, oui, il en faut, tout comme il faut des principes qui existent de manière équivalente en matière environnementale, etc. Après, l'ONU n'a pas ou n'a plus force prescriptive sur ce sujet-là, tout simplement. Google a abandonné ses principes éthiques hier. Vraiment, en termes militaires, ouais. Ils en ont, et voilà, et ce sont des principes qui, je reviens à ce que je disais au début, qui étaient nés de la crise qu'on avait appelée le techlash à l'époque. Moi, j'avais un chapitre de mon premier livre sur le techlash. Tous les cas de la Silicon Valley qui se rebiffent, etc., parce qu'il y avait le Project Maven, donc on armait des drones avec des IA, etc. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, quand les gens ne sont pas contents, ils les dégagent. Et vous, en tant que Français, Européens, vous pouvez toujours dire maintenant que vous allez infliger des sommes colossales, des amendes au Big Tech, mais s'ils vous disent on ne veut pas, en fait, vous faites quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on est dans avec l'administration Trump, plus encore, mais on est dans un rapport de force. Donc, il nécessite, encore une fois, de bâtir notre stack, de virer Google, Facebook, tous ces trucs-là, partout où on peut les virer. Partout. Et franchement, il y a plein d'endroits où c'est quand même très facile. Il y a plein d'endroits où on les met encore, en fait. Vous en avez parfois dans les appels d'offres de régions, installez-moi la suite Gmail, etc. Ça, c'est plus possible, en fait. Il faut, nous aussi, qu'on ait une forme de stratégie de containment et une diplomatie qui aille dans ce sens-là. Eh bien, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. C'est toi qui as dit qu'il ne fallait pas qu'on soit optimiste. Passionnant. Merci à tous les deux et on va passer à la deuxième table ronde, que 5 minutes en retard.
Bon alors, pas facile de passer après cette table ronde passionnante sur les impacts. Donc on a beaucoup parlé d'impact de l'IA et maintenant on va essayer de parler du lien entre information, algorithme et climat, qui n'est pas forcément évident d'emblée, mais qui est pourtant très important. Donc pour parler de ça, d'abord, j'ai moi aussi 3 stars à mes côtés. Donc déjà, David Chavariès, directeur de recherche au CNRS, essayiste et notamment auteur du livre Toxic Data. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire. C'est génial. Ensuite, Lee Nguyen Hoang, PDG de Calicarpa, président de Tournesol et chercheur en IA, essayiste également. Un autre bouquin à vous recommander, La dictateur des algorithmes, compétition de livres. Et puis Eva Morel, Eva Morel, cofondatrice et secrétaire générale de Quota Climat, qui œuvre à une meilleure représentation du climat dans les médias. Donc du coup, il va falloir que tu écrives un livre aussi pour que je puisse te présenter. Alors, pour commencer, une question très naïve. Lé, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le lien entre l'information, les algorithmes et le climat? Ah, ça vient, ok. Alors, quel est le lien entre la désinformation et le climat? Je pense qu'on a tous assisté à l'élection récemment d'un président climato-dénialiste dans la plus grande puissance du monde. Et pour moi, c'est la plus grande catastrophe de 2024 au niveau juste climat. Malheureusement, ce n'est pas que des questions climatiques. Et on peut se demander pourquoi. Et c'est quelque chose je suis sûr David l'a carrément vu venir, et malheureusement qu'on documente depuis un petit bout de temps, en gros depuis on va dire 2015-2016 avec Cambridge Analytica. Et moi, ce que j'aime bien citer, c'est les Facebook Files, qui sont des documents qui ont été fuités en 2021 par Frances Haugen, une employée de Facebook, et dans lesquels on pouvait lire que les politiciens européens s'étaient plaints auprès de Facebook en 2018 parce qu'ils avaient vu un changement de l'algorithme de recommandation et que suite à cette observation, ils se sentaient contraints de prendre des positions plus extrêmes pour survivre économiquement, médiatiquement, politiquement. Et donc vous imaginez que si dans l'espace informationnel, on est constamment poussé à prendre des positions plus extrêmes pendant une décennie, ce qui est un peu le résultat aujourd'hui, forcément la démocratie ne peut pas bien se porter et les messages de haine vont l'emportent en ce moment. Et du coup, des messages plus compliqués, comme le climat, ça devient ce qu'on appelle parfois des mute news, c'est-à-dire des informations qui sont importantes, mais dans le chaos informationnel sur les réseaux sociaux, on n'en entend pas parler. Et pour moi, c'est vraiment le plus gros danger aujourd'hui des intelligences artificielles, c'est vraiment leurs conséquences sur l'espace informationnel et sur la vie démocratique. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment est-ce que aussi ça existe à cause des modèles économiques de ces plateformes? Ouais, ça t'est déjà dit dans la première table ronde, mais Google, c'est la publicité ciblée, très grande partie. Facebook, TikTok, Amazon, c'est algorithme de recommandation et ciblage publicité. Pourquoi l'algorithme de recommandation est super important? Parce que si la personne n'est pas sur la plateforme, vous ne pouvez pas lui montrer de publicité. Et donc les deux vont vraiment de pair, et c'est très important pour ces plateformes, du coup, de garder notre attention, de faire en sorte qu'on soit sur les plateformes et qu'ensuite ils nous montrent des publicités. Et quand on pense intelligence artificielle, c'est pas forcément à ces intelligences artificielles qu'on pense. Mais si on regarde en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, il y a un rapport x10, voire x100, dans le sens où ces algorithmes de ciblage publicitaire et de recommandation sont beaucoup, beaucoup plus lucratifs que ChatGPT et compagnie. On parle beaucoup des IA génératives et tout ça, mais vraiment dans le marché informationnel aujourd'hui, c'est mignon, c'est petit. Le gros des investissements aujourd'hui, imaginez, vous gagnez 100 milliards de dollars, vous allez dépenser beaucoup pour continuer à gagner ces 100 milliards de dollars. Et c'est vraiment ce qui se passe, qui fait que des outils aujourd'hui de ciblage publicitaire et de recommandation sont extrêmement sophistiqués. C'est vraiment l'état de l'art de la recherche en intelligence artificielle qui est déployé dans ces systèmes. Vous avez peut-être vu maintenant YouTube, si vous avez une vidéo en français,
elle est automatiquement traduite en anglais. Enfin, les grosses vidéos, j'ai découvert les miennes récemment, ça m'a fait un peu bizarre de voir une vidéo où je parle avec un anglais bizarre. Non pas que mon anglais soit bon, mais bon, voilà, c'était toujours un peu bizarre. Et donc ça montre vraiment que l'état de l'art est vraiment, en plus, ils ont des données très intrusives sur chacun d'entre nous, beaucoup plus que ChatGPT, qui sont utilisées par ces intelligences artificielles. Est-ce que tu peux donner un exemple pour qu'on se rende compte de l'ampleur ? Oui, en fait, j'aime dire que essayez de penser à la manière dont vous consommez l'information aujourd'hui, ou dont peut-être vos concitoyens, peut-être que vous êtes un peu bizarre, consomment l'information. Aujourd'hui, la plupart du temps, ce sera sur un téléphone, très très largement. Et sur un téléphone, il y a 7 fois plus de vues sur YouTube sur téléphone que sur laptop. Et sur un téléphone, je ne sais pas qui a déjà utilisé un téléphone ici, j'imagine quelques-uns. Taper, c'est quand même chiant. Parler à ChatGPT, faut taper. Enfin, moi, je fais plein d'erreurs, en tout cas. Les mouvements très naturels avec un téléphone, c'est pas de taper, c'est le clic, le swipe, le scroll. Et donc, à chaque fois que vous faites un clic, un swipe ou un scroll, en fait, vous parlez à une IA de recommandation. C'est pour ça que, pour moi, ces intelligences artificielles de recommandation, c'est le passé. Elles ont vraiment déjà causé beaucoup de problèmes. Je suis sûr que David va beaucoup en parler. Mais c'est également, pour moi, le futur. Parce que dans le futur, j'ai peur que la plupart des gens continuent à utiliser ces modes de consommation de l'information qui sont beaucoup plus naturels et que c'est ça qui fait que les IA de recommandation sont beaucoup plus dangereuses, à mon sens, encore, que les modèles de langage, même si, bien sûr, un modèle de langage, comme ça a été dit, c'est pas tout rose non plus. David, toi, tu as pas mal travaillé sur un projet qui permet de mapper la manière dont les comptes interagissent et transmettent des informations sur le climat. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et ce que vous avez découvert ? Oui, alors, donc le laboratoire, c'est l'Institut des systèmes complexes où on a fait des observatoires, notamment sur Twitter puis X, sur la manière dont s'organisent les débats sur des thèmes spécifiques. On a travaillé notamment donc, sur la question des débats autour du climat, biodiversité. On a fait des analyses sur plusieurs années et grosso modo, ce que l'on peut faire, c'est on analyse qui dit quoi et qui répond à qui. Ça permet de faire une cartographie, en gros, des structures de militance politique sur le climat ou climato-dénialistes, etc., au niveau mondial. Et ensuite, de regarder comment l'information circule à l'intérieur. Et donc, on peut avoir une vue comme ça, au niveau vraiment mondial, de la structure des communautés qui parlent du climat. Et donc, ce que l'on voit, c'est que déjà, c'est bipolarisé, comme on peut s'y attendre. Donc, il y a d'un côté les climato-dénialistes et puis de l'autre côté les pro-climat. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment ça se fait que les communautés dénialistes se maintiennent dans le temps de manière si longue et aussi se développent. Donc on a fait toute une série d'études que vous retrouverez sur le site qui s'appelle climatoscope.org. Mais ce qu'on a essayé de montrer, c'est pas de dire en quoi ce qu'ils disent est vrai ou faux, parce que de toute façon c'est faux, donc il n'y a pas de voilà. Mais c'est quelles sont les stratégies qu'ils développent pour essayer de convaincre et porter ce faux-là. Et donc, est-ce que même dans la structure d'organisation, on voit qu'il y a de la tromperie? Et donc, il y a tout un tas de choses que l'on peut dire. Déjà, donc, quand vous regardez les communautés climato-dénialistes sur le long terme, vous voyez que ce sont des communautés où vous avez un cœur de personnes qui sont là tout le temps. En gros, c'est les lobbyistes qui sont payés, ils arrivent à être là sur des très longues périodes, alors que de l'autre côté, il y a un peu plus de turnover. Que ce cœur-là est plus actif en moyenne que les autres en termes de nombre de postes. Que ce cœur-là a une structure d'expertise qui est anormale, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont s'exprimer sur tous les sujets, alors que côté pro-climat, on va dire, si on peut les appeler comme ça, vous avez le glaciologue qui va s'exprimer quand on parle de la fonte des glaces, vous avez l'expert de la sécheresse qui va s'exprimer quand il y a une sécheresse, alors que de l'autre côté, il s'exprime tout le temps sur tous les sujets. Donc vous avez une structure d'expertise qui est inauthentique. Vous avez aussi une manière de s'exprimer qui est plus toxique que les autres. Donc par toxique, on entend harcèlement, invective, polémique, etc. Donc ça peut se mesurer en termes d'IA. Et donc c'est des groupes qui sont, de l'ordre de grandeur, 3 fois plus de contenu toxique que les autres dans leur production. Alors ça, c'est important, notamment parce qu'il
faut savoir que les contenus toxiques sont amplifiés sur des médias comme Twitter. Twitter enrichit les fils d'utilisateurs en contenus toxiques. Donc si vous vous exprimez de manière toxique, si vous créez des polémiques, si vous traitez les autres de connards et qui vous répondent, etc., eh bien vous êtes amplifié dans les fils d'utilisateurs. Donc les climato-sceptiques, climato-dénialistes ont cette caractéristique-là. On montre aussi que ce sont des groupes qui utilisent qui ont une plus grande proportion de comptes dits automatisés que les autres. Alors, quand on dit compte automatisé, c'est-à-dire qu'on fait des statistiques sur les comportements des comptes, on donne une probabilité qu'il se soit un compte automatisé, donc c'est une probabilité, ça ne veut pas dire que c'est forcément un robot, mais quand vous faites cette statistique sur 2 millions de comptes, et que d'un côté vous avez 6 fois plus ou 12 fois plus de comptes automatisés, bah forcément c'est qu'il y a un problème. Donc ça c'est en gros les différents critères qui vous montrent qu'il y a des stratégies de trompe. Ah oui, et puis dernière fois, donc, par exemple, pour ces robots automatisés, on voit qu'ils font effectivement des actions coup de poing. Donc par exemple, on a pu identifier juillet 2022 le projet Veritas, qui est un think tank d'extrême droite américain, qui essaie de lancer une vidéo qui disait eh bien maintenant que la pandémie a pris fin, le nouveau outil pour contrôler les populations, ça va être le climat. Et donc ils avaient soi-disant piégé un directeur technique de CNN, qui est assez rapidement venu le directeur de CNN dans les narratifs, qui disait ça. Donc, et donc cette vidéo, elle a été, on a vu, elle existait depuis avril, elle était en ligne, elle a vivoté depuis avril, et le 20 juillet, il y a 20 000 robots qui commençaient à la pousser, et donc elle a eu d'un coup un truc viral. Et l'objectif de ces actions de coordination, notamment via des robots, c'est de rentrer dans les algorithmes de recommandation de X, donc là c'était sur X, de manière à ce que la vidéo soit recommandée de manière globale sur l'ensemble des utilisateurs de X. Donc voilà, c'est en gros rapidement les différents comportements qu'on a vus. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un comportement organisé qui exploite les propriétés algorithmiques des environnements dans lesquels il se déploie, de manière à se maintenir dans le temps, et avec un cœur d'activistes, donc qui sont les lobbyistes ou les gens payés pour ça, qui sont là tout le temps, quoi. Enfin, donc il y a vraiment une organisation de la désinformation et qui peut se quantifier même au-delà de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Mais ce que tu dis du coup, c'est aussi que c'est pas forcément du coup des comptes qui sont que sur le climat, c'est des comptes qui changent au fur et à mesure. Alors ça c'est autre chose qu'on a vu, c'est-à-dire que sur la question du climat, il y a plusieurs strates. Il y a les lobbyistes, par exemple, des industries fossiles, qui agissent depuis très longtemps. Il y a des lobbyistes, on va dire, politiques. Par exemple, on va dire que la mesure climatique est débile parce qu'en fait, l'opposant politique la défend. Ça arrive souvent. Et puis, on a pu observer, puisqu'on a observé sur de longues années, depuis 2015 jusqu'à 2023. Donc, ce qu'on a vu en 2022, c'est qu'il y a eu, on a appelé ça les nouveaux fronts du climato-dénialisme, parce que ce sont des nouvelles personnes, des nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui effectivement sont des nouveaux experts, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'avant, 6 mois avant, ils étaient experts des vaccins. Ils ont rebrandé leur compte Twitter, ils se sont dit experts du climat. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu observer au niveau mondial que la pandémie a créé une sorte de choc qui a permis de se constituer des groupes anti-système un peu complotistes au sens où on nous met les plus 5G, etc. Bon bref, très puissants au sens cohésif, avec des leaders qui ont en fait profité de cette période-là de confusion et aussi de difficultés pour les Français et tout le monde entier, parce que c'est pas très agréable, pour leur dire nous on va vous protéger. Donc ils se sont créés des communautés numériques assez puissantes comme ça. Et puis après donc c'est des gens en général aussi qui après appellent à voter à l'extrême droite, mais donc c'est des gens des influenceurs, des leaders qui après ont eu des problèmes de reconversion. C'est-à-dire qu'une fois que la pandémie est passée, on ne peut plus crier au scandale des vaccins. Et donc ils se sont reformatés sur d'autres choses. Faut préciser aussi que dans tous ces mouvements-là, donc on voit vraiment en gros 50 000 anti-vax qui deviennent du jour au lendemain anti-climat. Ça c'est vraiment très clair. Anti-vax au sens militant, parce qu'on a le droit d'être anti-vax si on veut, mais là c'est vraiment des gens qui se servent de la vaccination pour taper sur le système, etc. Bon, donc ça on l'observe. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont des groupes qui sont très perméables à la propagande du Kremlin. Alors, dans quelle proportion il y a des comptes d'instances comme par exemple l'agence de recherche Internet, qui est une agence d'influence du Kremlin,
C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que, en gros, la désinformation climatique, ça on l'a mesuré, hein, la désinformation climatique sur Twitter autour de 2022, eh bien, vous prenez la chambre d'écho qui a relayé la désinformation sur la guerre en Ukraine au moment de la guerre en Ukraine, à peu près 60 000 comptes. 80% de la désinformation climatique vient de ces gens-là. Donc vous aurez les chiffres exacts sur l'étude, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc en fait, ça veut dire que vous avez un petit nombre de personnes qui se synchronisent et qui profitent de manière opportuniste de toutes les crises pour créer la division à des fins économiques, parce que ça fait vendre des bouquins, Twitter est monétisé, enfin X maintenant est monétisé, donc si vous créez un buzz, vous gagnez de l'argent, à des fins politiques ou à des fins géopolitiques. Et du coup, donc, ce que tu dis, c'est aussi que c'est des groupes qui sont organisés, c'est pas plein de petits groupuscules dans leur coin, c'est vraiment des groupes ensemble. Ils sont organisés dans le sens où vous avez en gros entre 1000 et 2000 comptes qui, depuis 5 ans, sur toutes les polémiques, c'est toujours les mêmes qui lead le truc et qui lancent les trucs. Et c'est organisé au sens où vous avez une planification de la désinformation. Donc par exemple sur le projet Veritas, donc le truc est sorti en juillet, mais en janvier, vous avez les premières rumeurs qui arrivent en disant ça va sortir. Après, vous avez les premières vidéos qui restent comme ça de manière en ligne, de manière en gros sous les radars, et puis après on recrute des robots en avril et on les active en juillet. Donc il y a vraiment une ingénierie de la manipulation d'informations avec aussi des narratifs. Alors juste mon conseil, enfin moi ce que j'ai remarqué, ce qui est intéressant, c'est que bon, après les leaders on les trouve tout de suite, du coup on voit tout ce qu'ils annoncent, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ils sont à la fois à désinformer et à attaquer. Par exemple, ils vont dire là, le gouvernement va nous manipuler pour dire que c'est le confinement. Là, ils vont faire ci, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils attaquent, en fait, c'est qu'ils sont en train d'annoncer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, typiquement, là, la vidéo Veritas disait « Attention, maintenant que la pandémie est terminée, le gouvernement va utiliser le climat pour manipuler les populations. » Mais ce qui s'est passé, c'est que maintenant que la pandémie était terminée et qu'ils n'avaient plus rien à gagner d'argent avec ça ou d'influence, eh ben, ils sont passés sur le climat pour continuer à manipuler l'opinion. Donc, en fait, si vous inversez à chaque fois ce qui est dit, vous pouvez savoir ce qui est en train de se préparer. Ça, c'est assez pratique. Ouais, rare d'avoir ce niveau de transparence dans ce secteur. Eva, toi, tu travailles, tu observes la désinformation à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc, ça m'intéresse d'avoir ta vision un peu plus transversale. Et puis, dans un second temps, comment est-ce que ce qui se passe sur Internet, ça résonne avec ce qui se passe dans les médias et inversement ? Oui, alors on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Moi, j'aimerais rappeler, pour commencer, que en fait, la manière dont les gens s'informent et la manière dont on a de l'information digne de confiance, en fait, ça reste les médias traditionnels. En France, on a un tissu de médias qui est particulièrement dense et digne de confiance, notamment avec la presse quotidienne régionale. On a quand même des communes où il y a 5 000 voire 10 000 personnes qui ont une PQR qui leur est transmise juste à eux. Donc c'est en fait un tissu vraiment hyper riche. Et quand on fait des études de confiance, quand on voit où est-ce que les gens cherchent vraiment l'information quand ils en ont besoin, ils se reposent sur encore ces médias. Et donc c'est sur ce maillon qu'on s'est reposé avec Quota Climat pour s'interroger sur, d'une part, la raison pour laquelle on avait si peu de décideurs économiques, politiques mobilisés sur les questions environnementales, pourquoi il y avait si peu de pression qui était exercée sur eux, et ensuite, pourquoi est-ce que la désinformation était de plus en plus poreuse au sein de la société, pourquoi est-ce qu'il y avait de la défiance qui s'exerçait sur des sujets sur lesquels pourtant la science était limpide. Et on s'est rendu compte de deux choses, c'est que d'une part, parce que l'environnement informationnel, il est très peu en fait, préparé à recevoir la désinformation, parce qu'il y a très peu de quantité d'informations, mais aussi que l'information est de très faible qualité, parce que les journalistes sont peu formés, parce que les rédactions dépriorisent les questions environnementales dès qu'il y a un sujet prioritaire. Par exemple, les Écoles Parisiens ont substitué leur rubrique environnement par la rubrique Paris 2024 quand il y avait les JO. Récemment, les plans de formation environnement se transforment en plan de transformation IA. Et donc en fait, on a très peu, en plus tous ces sujets sont liés, mais du coup on a très peu de journalistes qui sont préparés en réalité à affronter la vague de désinformation qu'on vient d'évoquer. Vague de désinformation qui est industrielle, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont intentionnellement en train de l'alimenter. On a parlé d'acteurs complotistes, d'acteurs économiques, d'acteurs politiques. Il y a aussi des ingérences étrangères qui sont en fait quasiment aujourd'hui
les seuls à être pris en charge par le pouvoir politique parce que c'est plus facile de gérer les ingérences étrangères que des entreprises qui sont sur notre sol. Mais donc, en fait, par cette faible préparation et cette exposition de plus en plus forte, on se retrouve avec exactement ce que David vient de décrire dans les médias traditionnels. C'est-à-dire que la structure, je ne sais plus exactement quelle était la structure d'expertise incompréhensible de certains polémistes, de certains journalistes sur les questions d'environnement. Je prends Luc Ferry, je prends le Pascal Praud, qui parle de tout et son contraire sur les questions environnementales. Ça se passe dans les médias traditionnels. Donc en fait, on se retrouve avec le socle de confiance démocratique fondamental qui est poreux à la désinformation. Et donc avec Data for Good, entre autres, et d'autres partenaires, on travaille à détecter cette désinformation. Et on se rend compte qu'en fait, c'est toutes les semaines, mais des dizaines de cas, honnêtement, de désinformation qui se passent de manière extrêmement visible. On ne parle même pas des désaccords politiques sur les solutions qui pourraient reposer sur des bases scientifiques douteuses. On parle vraiment de socles établis depuis de longue date en fait, sur les questions environnementales qui sont de 1, sujet à des informations, de 2, sans contradiction sur les plateaux, même sur des médias publics. Ça ne se passe pas que sur les médias d'extrême droite, c'est important de le dire, hein. C'est quelque chose de très banalisé, et sans qu'on ait les clés pour réguler, parce qu'aujourd'hui, la discussion toute la discussion qu'on vient d'avoir sur les plateformes numériques, en réalité, elle préoccupe de manière hégémonique les décideurs politiques. Et donc, quand on vient parler de régulation médiatique, on se confronte à ce discours qui est de dire, en fait, il y a tellement à faire sur la désinformation en ligne, que laisser un peu les médias tranquilles, ils se portent mal économiquement, les journalistes sont dans une situation très précaire, ce qui est en plus très, très vrai. Mais la réalité, c'est qu'il faut bien qu'on ait quelque chose qui soit digne de confiance quelque part, parce qu'en fait, sinon, on ne va pas s'en sortir. Si on laisse faire, au rythme où ça va, parce que c'est assez exponentiel, en fait, on va se retrouver avec une désinformation qui est à la fois en ligne, donc en fait, ça va devenir des espaces dangereux, ça l'est en réalité déjà, et en plus dans les médias traditionnels qui façonnent nos comportements, nos opinions, et surtout nos comportements de vote. Donc en fait, si on vote pour des personnes qui instrumentalisent ces sphères, on ne va pas s'en sortir. Donc nous, en fait, la raison pour laquelle on se préoccupe des médias, c'est pas parce qu'on n'est pas persuadé que la désinformation en ligne n'est pas une priorité, mais c'est bien parce qu'on a besoin d'une solution pour y remédier. Et la manière aujourd'hui dont la régulation européenne est façonnée, c'est de dire les risques systémiques ne sont compris donc les risques systémiques qui sont la base de la régulation du Digital Services Act, donc, qui est la base de régulation européenne qui aujourd'hui n'est pas appliquée. En fait, c'est de dire les risques systémiques sont perçus comme uniquement en ligne. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est viral, s'il y a quelque chose qui fait appel à des mécanismes bien organisés comme ce qui vient d'être décrit, dans ces cas-là, on peut réguler. Mais nous, en fait, ce qu'on aimerait réinventer, et je pense qu'il y a une maturité de plus en plus forte qui émerge en France, je sais que l'ARCOM se mobilise aussi sur ces sujets, c'est de dire en fait l'espace informationnel, désormais, on ne peut pas considérer qu'il est scindé. C'est fluide, c'est-à-dire qu'il faut considérer que les réseaux sociaux et les médias traditionnels sont en dialectique permanente. Par exemple, ce qui se passe dans les médias traditionnels, on peut les encapsuler et ça alimente les sphères complotistes en ligne. Donc si par exemple sur France Info, j'ai une émission où il y a un climato-négationniste qui explique qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, plusieurs fois d'affilée sans contradiction du présentateur, mais c'est forcé que ce soit viral en ligne parce que certains vont avoir un intérêt à le rendre. Donc en fait, réguler désormais l'un ou l'autre, ça n'a pas de sens. Mais du coup, ne réguler que l'un n'a pas de sens si on ne régule pas l'autre. Et donc c'est pour ça que nous, on porte des mesures à ce sujet au niveau français et européen. Et il y avait un autre exemple dont tu m'avais parlé que j'avais trouvé très intéressant aussi sur le fait de cultiver le doute. C'est la manière, et vous travaillez beaucoup avec les journalistes, donc c'est la manière dont les journalistes aussi se font attaquer en ligne. Et donc ça remontre un autre lien entre les médias et les réseaux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, quand on porte notre sujet, on nous rétorque que les médias traditionnels n'ont plus de rôle dans le façonnement de l'opinion parce que les nouvelles générations se retrouvent à s'informer en ligne, parce que TikTok est devenu le socle de référence, même parce que maintenant c'est utilisé comme moteur de recherche et qu'on cherche l'information sur TikTok. Et la question, c'est en fait, dans quelle mesure est-ce que les journalistes, par les acteurs qui cherchent à avoir de l'influence, sont encore massivement ciblés? Et en fait, c'est le cas. Et quand on parle à certains journalistes, ils nous disent en fait nous on reçoit des tonnes de messages sur nos contenus pour nous semer le doute sur la manière dont on a anglais les sujets, dont on a traduit certains faits, pour qu'ensuite nous, notre ligne éditoriale soit impactée par notre présence sur les réseaux sociaux. Et donc en fait les premières victimes de la désinformation, c'est pas uniquement la réputation des journalistes, parce que bien sûr ils sont harcelés pour beaucoup en ligne, mais c'est aussi l'information qui arrive à eux. Et en fait, un des sujets qui n'est pas vraiment encore démontré, mais certains journalistes l'expliquent très bien, c'est qu'ils ont vraiment l'impression qu'en fonction de leur statut en ligne, leur manière dont ils se décrivent dans leur profil, par rapport à un citoyen lambda, ils ne vont pas avoir les mêmes contenus qui vont leur être diffusés.
Ça, c'est juste une brèche de sécurité informationnelle énorme, parce que si les journalistes eux-mêmes ont des doutes et qu'ils ne savent plus vers qui se tourner, parce que nous, on se tourne vers eux, mais eux se tournent vers les experts, mais l'expertise est assez rare sur certains sujets, mais du coup, où chercher la vérité, en fait, c'est assez angoissant. Alors, ça va faire une très bonne transition pour qu'on essaye de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous avez des réponses un peu systémiques pour résoudre ce problème. Le premier qui veut trouver une réponse peut prendre le micro. Je m'adresse à vous trois. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et j'espère que... Yes, plein de solutions. Ouais, il y a plein de choses à faire. On va battre la désinformation. Peut-être pas ce soir, mais... donc, déjà à l'échelle individuelle, bien sûr, il y a des choses à faire, à essayer d'assainir sa qualité informationnelle, d'être moins dépendant d'intelligence artificielle étrangère. Hein. Je reviens sur ces IA de recommandation de TikTok et compagnie. Mais également, c'est important de protéger l'espace informationnel dans son ensemble. Donc, c'est pas juste l'échelle individuelle qu'il faut. Et donc là, déjà à l'échelle européenne, il y a pas mal de régulations qui sont très intéressantes, notamment les AI Act et le DSA, avec des grands points d'interrogation sur comment ils vont être mis en vigueur. Donc en fait, la bataille maintenant, c'est plus d'écrire la loi, c'est de faire en sorte qu'elle soit bien appliquée comme elle devrait être appliquée, parce que les mêmes lobbyistes qui étaient là à modifier les actes, à rajouter plein d'astérisques à gauche à droite, à s'exclure de la partie high risk pour être dans la partie general purpose, ces mêmes lobbyistes, ils vont être aussi présents pour essayer de ne pas faire appliquer les lois. Il y a un vrai enjeu d'état de droit aujourd'hui. Il faut que les lois soient appliquées. Ce que j'aime dire, c'est que ce verre d'eau, donc il y a de l'eau, je ne sais pas si quelqu'un a déjà bu, je ne vais peut-être pas boire à l'intérieur, mais ce verre d'eau, sa fabrication a été beaucoup plus contrôlée que l'algorithme de TikTok. Les usines qui fabriquent ça, il y a des audits, des gens qui vont de l'extérieur. Ça dépend si c'est Nestlé ou pas. Alors, même Nestlé, je pense, c'est plus régulé que TikTok, même si, bon, alors j'habite en Suisse, j'avoue que Nestlé n'a pas très bonne réputation, et c'est justifié. Donc déjà, s'appuyer sur la loi. Et ensuite, pour moi, il y a un gros travail de plaidoyer, donc ça c'est Data for Good, enfin, nous aussi, l'association Tournesol, on se met là-dessus. Il faut vraiment sensibiliser la population sur ces risques. La souveraineté de l'espace informationnel, aujourd'hui, on ne l'a pas. On discute sur des plateformes étrangères. Notre espace de délibération démocratique est dans un espace étranger. Il faut absolument qu'on récupère beaucoup plus de souveraineté démocratique, si possible, sur ces espaces. Et après, donc moi je travaille dans une association qui s'appelle Tournesol, donc je suis bénévole dans cette association, je suis président de l'association. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de concevoir des algorithmes de recommandation, des IA de recommandation qui soient démocratiques, qui prennent en compte l'avis des citoyens, si possible certifier autant que possible. C'est difficile aujourd'hui malheureusement, mais il faut développer des solutions techniques pour pouvoir y arriver. Et ensuite faire en sorte que les contenus qui sont d'intérêt général, qu'on puisse permettre aux journalistes et également à n'importe quel citoyen d'essayer de se tourner vers les contenus que par exemple des experts, mais également l'ensemble de la population, considèrent être des contenus d'intérêt général. Et donc je pense qu'il y a un gros effort d'identification de ces contenus et de la mise en avant de ces contenus. Trop souvent, je pense, dans l'espace numérique, on a tendance à réfléchir juste à la modération, à enlever des contenus. Mais en fait, le gros moteur aujourd'hui de la désinformation, c'est l'amplification. Et en particulier, il y a un autre problème, c'est le problème que j'avais cité des mute news. Donc typiquement, les discussions sur le climat, le problème, c'est souvent qu'elles ne font pas assez de vues. Et faire pas assez de vues, ça a deux conséquences. Déjà, ça fait moins de vues, donc moins de personnes y sont exposées. Mais la deuxième conséquence, c'est que les créateurs de contenu les feront beaucoup moins. Il y a une grosse influence de ces algorithmes de recommandation sur les créateurs de contenu. Je le sais, j'ai aussi une chaîne YouTube. Et YouTube, à chaque fois que je vais sur ma page de créateur de contenu, me montre les performances de mes dernières vidéos. Et les compare. Il me dit, et en gros, il me dit, fais ça et ça marche. Et fais pas ça et pas ça, parce que ça marche pas. Alors moi, il se trouve que j'ai un public de geeks, donc pour moi, les vidéos qui font plus de vues, c'est des vidéos de maths. Mais ça me pousse à moins parler de ces problèmes de crise informationnelle, même moi. Donc ça a vraiment une influence. Et donc là, si vous parlez à d'autres créateurs qui sont plus prêts à partir sur des sujets de climatodénialisme notamment, vous sentez vraiment le danger, hein, et on en a vu beaucoup, hein, des créateurs de contenu basculer vers du climatodénialisme. Super intéressant. Donc il faut devenir créateur de vidéos de maths, du coup, pour percer. En tout cas, je pense qu'il y a un gros effort collaboratif à faire de la part de chacun d'entre nous pour essayer d'identifier ces contenus de qualité. Et donc, si vous voulez contribuer à ça, donc on a une plateforme qui s'appelle tournesol.app, app. Et sur tournesol.app, vous pouvez contribuer à essayer d'identifier, par exemple, quelles sont les vidéos que vous recommanderiez le plus sur le climat à Tonton Roger, qui est un peu climato-dénialiste.
quelle est la vidéo sur YouTube qu'il faut lui montrer? C'est vraiment une question qui n'est pas facile, hein. Et en fait, pour vous dire, c'est une question qui est née pour moi avec le Covid. Parce qu'avec le Covid, notamment au début du Covid, j'avais envoyé des emails à des amis qui travaillaient à Google en leur disant là c'est une crise, il faut vraiment que vous mettiez en avant les contenus sur le Covid. Et d'un moment j'ai eu une réponse, il m'a dit ok, lesquels? Et en fait c'est super difficile. Dans tous les contenus sur YouTube, quel est le contenu à recommander à quelqu'un qui est par exemple sceptique des vaccins? C'est vraiment une question difficile. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse collaborativement, qu'on fasse cet effort d'identification des contenus d'intérêt général. Et donc notamment vous pouvez le faire sur la plateforme tournesol.app. Super. David ou Eva, vous voulez rebondir? Oui, en termes de solutions, nous, on considère que comme le problème, c'est un problème géopolitique, désormais, en fait, on est dans une situation où on a des multinationales et des entreprises qui sont beaucoup plus puissantes parfois que des États. C'est important en tant que société civile de se coaliser et de trouver des partenaires pour porter la voix d'un sujet très identifié, très précis à l'échelle internationale, parce que sinon, c'est compliqué d'être audible. Même à l'échelle française, en fait, le fait de porter à l'international un sujet nous rend plus crédibles auprès des institutions françaises. Donc travailler sur la régulation devient plus facile. Donc de notre côté, on a rejoint une coalition qui s'appelle la Climate Action Against Disinformation. Donc c'est des personnes qui travaillent sur la désinformation climatique et le fait de reconnaître le risque spécifique de la désinformation climatique à l'échelle internationale. Il y a plein d'angles d'attaque possibles par ça. Donc après, il y a tout un tas d'actions sur la démonétisation des contenus de désinformation, le fait de faire reconnaître dans les institutions la désinformation climatique, le fait de tout simplement la mesurer, de produire de la donnée, c'est en partie ce qu'on fait ensemble. Et le fait de porter ce sujet de manière très identifiée auprès des institutions, c'est d'une part nécessaire parce que, par exemple, dans le cadre du DSA, pour y revenir, aujourd'hui la désinformation est identifiée comme un risque, pas la désinformation climatique. On pourrait se dire c'est la même chose, c'est juste plus précis. Mais en fait non, du coup, parce que les plateformes ne reportent pas la désinformation climatique spécifiquement dans leur rapport, donc nous n'avons pas de données sur le sujet. Donc en fait, on ne sait pas ce que ça représente. Il y a juste Pinterest qui l'a fait dans le cadre de son reporting européen de cette année. Donc c'est très utile de savoir que la désinformation climatique est présente sur Pinterest, mais on préférait savoir que c'est présent sur d'autres réseaux. Et le fait de ne pas avoir cette donnée, ça veut dire que quand on va vers le régulateur, quand on va vers la DG Connect au niveau européen, ils nous répondent que ce n'est pas un sujet puisque ce n'est pas mesuré. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est juste pas possible. Et donc en fait, à ce stade, comme les chercheurs ont aussi du mal à produire la donnée, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui essaient de le faire pour en substitut dans l'urgence et essayer d'être audible auprès de ces institutions. Le gros sujet qu'on porte cette année, encore une fois ensemble, on fait tout ensemble avec Data for Good, c'est de travailler à ce que ça soit reconnu dans les organismes internationaux, donc notamment au niveau de la COP30, parce qu'il y a un contexte politique qui est très favorable. D'une part, la présidence polonaise de l'Union européenne a découvert qu'en fait la Russie lui menait une guerre cognitive et que le sujet le plus exposé c'était le climat. Donc comme en ce moment on est dirigé par la présidence polonaise, c'est plus facile de porter le sujet au niveau européen, donc dans les positions de négociation. Et la présidence brésilienne de la COP30, parce que c'est un sujet très exposé au niveau de la déforestation et que le Brésil est très exposé à la déforestation, en fait ils ont décidé aussi que ce serait une priorité. Donc en fait on a un moment qui est assez unique parce que le sujet de la désinformation est très présent sur toutes les lèvres, parce qu'on voit de la dérégulation s'opérer à travers le monde. L'essor de l'IA fait exploser ce sujet, il y a des acteurs économiques, politiques qui se positionnent, et en plus de ça, on a le moment politique pour se positionner, et je pense que honnêtement, c'est un moment à pas manquer, parce que sinon, ça risque une telle conjonction d'acteurs risque de ne pas se reproduire. Donc l'idée, c'est de se mobiliser pour qu'on ait à la fois des journalistes, des États, des associations qui fassent monter le sujet, et qu'on obtienne des engagements au niveau de la COP30. Et en fait, ça peut paraître être un sujet discursif, un peu stratosphérique d'avoir des engagements dans la COP, on pense souvent que ça ne sert à pas grand-chose. En réalité, une fois que c'est inscrit quelque part dans le dur, c'est très difficile d'y revenir. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel tous les États, toutes les ONG qui se mobilisent sur ce sujet peuvent se raccrocher pour dire on a besoin de choses concrètes pour agir. Bon, ça fait du bien de voir qu'on peut faire des choses. David, une dernière proposition ? Ouais, c'est bon. Merci. Oui, alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de solutions possibles à différents problèmes. Là, je vais parler de la question de manipulation d'informations sur les réseaux sociaux, des informations, etc. Donc, par rapport à ça, en fait, il n'y a que des solutions. Il suffit de les choisir. Déjà, il faut savoir que, si vous voulez, demain, on se débarrasse des réseaux sociaux toxiques, on va ailleurs. C'est assez facile, parce que
il faut bien comprendre que les réseaux sociaux qu'on utilise actuellement, donc que ce soit X, Facebook, Instagram, etc., ce sont des réseaux sociaux qu'on nous a donnés dans les années 2000, qui vivent de nos données, qui nous retiennent parce qu'on a construit toute une audience et que du coup on n'arrive pas à partir, puisqu'on ne veut pas partir tout seul. Et qu'entre-temps, des nouvelles générations de réseaux sociaux ont vu le jour. Je pense notamment donc à tous les réseaux sociaux dits décentralisés. Donc il y a par exemple Blue Sky et Mastodon dont on parle pas mal maintenant. Et pour choisir un réseau social, il y a au moins 3 questions à se poser. La première question c'est vos données, votre audience, est-ce que vous en êtes maître? C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez partir avec vos données, tous vos threads Twitter et le mettre sur LinkedIn ou le mettre sur Blue Sky ou Mastodon? Bon, la réponse c'est non. Est-ce que si vous voulez partir de X ou de Facebook et aller sur un autre réseau social, est-ce que votre audience vous suit? De même que quand vous changez d'opérateur téléphonique, votre numéro vous suit? Donc la réponse c'est non. Donc vous n'avez pas de ce qu'on appelle de portabilité des données. Vous n'avez pas des portabilités des données sociales, de vos connexions, vous n'avez pas la portabilité de vos données écrites, éditoriales. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les réseaux sociaux ancienne génération. La deuxième, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est est-ce que vous pouvez décider et choisir de la manière dont vous êtes alimenté en information. Il faut savoir que quand vous êtes sur un réseau social, vous consommez majoritairement l'information sur votre fil d'actualité et que votre fil d'actualité, évidemment, quand vous êtes abonné à 300 personnes, vous ne lisez pas ce que s'écrivent les 300 personnes tous les jours. Hein, sinon, voilà. Donc, en fait, vous ne lisez, on vous montre que quelques pourcents, en général, c'est 3, 4, 5, 6. Hein, ça veut dire qu'en gros, 90-95% de l'information, vous ne la lisez pas. Donc, la première question à se poser, c'est comment aller filtrer cette information? Parce que si vous laissez quelqu'un d'autre choisir pour vous les 5%, c'est un pouvoir énorme. Sachant qu'en plus, par exemple sur X, dans votre fil d'actualité, vous avez 60% qui viennent de vos abonnements, 30% qui viennent d'ailleurs. En général, ils viennent du compte d'Elon Musk en ce moment. Donc questionnez-vous sur est-ce que vous avez le choix de choisir, enfin la possibilité de choisir comment sont choisis les quelques pourcents. Donc ça s'appelle le pluralisme algorithmique, c'est-à-dire que vous êtes capable de reparamétrer, voire même de changer l'algorithme qui vous alimente. Donc sur les anciennes plateformes ancienne génération, il n'y a aucune possibilité. Hein. Si je prends X par exemple, vous avez 2 choix. Vous avez le pour vous qui est alimenté exprès pour pousser l'idéologie d'Elon Musk et vous avez l'ordre chronologique dont on sait en fait que ce n'est pas vraiment utile parce que en gros par chronologique c'est très difficile de ressortir l'information importante. Donc sur n'importe quel réseau ancienne génération, vous n'avez pas cette possibilité. Si je peux ajouter une petite précision, oui. Une extension tournesol qui vous permet d'avoir des recommandations tournesol oui, sur la page d'accueil de YouTube. Et ensuite, la dernière, donc portabilité, pluralisme algorithmique, la dernière chose, c'est est-ce que l'environnement, l'écosystème peut être racheté? Elon Musk a dépensé 44 milliards, il a racheté Twitter, il a racheté donc les données de 500 millions de personnes, il a racheté l'historique de 500 millions de personnes, il a racheté les messages directs, c'est-à-dire que les messages que les gens pensent faire en privé les uns aux autres, entre journalistes, politiques, etc., qui ne sont pas chiffrés, ont été rachetés et peuvent être exploités. Et maintenant, en plus, il a mis Grok par-dessus, donc une IA qui analyse tout ça et peut lui faire des listes d'opposants, etc. Donc, est-ce que l'écosystème peut être racheté? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle génération, bon, je ne veux pas être trop long, mais il y a une nouvelle génération de réseaux qui vous assure la portabilité, qui vous assure le pluralisme algorithmique par conception et qui ne peuvent pas être rachetés parce qu'ils sont décentralisés. Par exemple, si vous regardez Mastodon, qui fait à peu près la même chose que Twitter, eh ben, vous avez 10 000 serveurs, donc c'est impossible de racheter 10 000 entreprises, et puis même, il y en aurait une 10 000e qui arrive, et puis comme vous avez la portabilité, vous pouvez bouger et aller là-bas. Donc il faut bien comprendre qu'on est un peu dans une bascule entre un ancien modèle où on utilise vos données, on vous rend captif de votre audience, et puis vous êtes obligé de rester là parce qu'en fait on vous l'a donné gratuitement, et puis au fur et à mesure vous avez construit votre villa, et un nouveau modèle où là on est beaucoup plus libre. La question c'est donc comment on passe de l'un à l'autre. Donc ça c'est un droit qui est inscrit dans le Digital Services Act, donc la législation européenne, qui dit que vous avez le droit à la portabilité effective des données. Donc pour l'instant c'est une recommandation et ça sera peut-être imposé, c'est-à-dire que vous avez le droit, si vous êtes sur une plateforme, de partir comme quand vous changez d'opérateur téléphonique pour aller vers des opérateurs qui sont plus intéressants. Alors comme solution, en ce moment on a un projet de recherche qui essaye d'analyser à la fois cette migration vers ces nouveaux espaces numériques et notamment de proposer cette portabilité qui s'appelle Open Portability, c'est openportability.org, qui vous permet par exemple de prendre vos données de X, de votre archive de X,
de les partager et la plateforme vous reconnecte avec vos équivalents sur Blue Sky, Mastodon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette opération-là, donc il faut qu'elle soit collective pour qu'elle soit intéressante, mais surtout qu'elle prend 5 minutes. C'est-à-dire que demain, si on veut, là tous dans la salle, demain, on est sur d'autres réseaux où il y a le pluralisme algorithmique, où il y a la portabilité de données, où il y a l'indépendance, et ça prend 5 minutes. Hein, on n'est pas en train de changer des routes où il faut tout reconstruire, hein. On est sur des infrastructures numériques où on peut changer d'un claquement de doigts. Donc il faut bien comprendre que ces infrastructures, elles n'ont de pouvoir que parce qu'on y est dessus, que c'est à nous de décider où est-ce que l'on veut faire de société, et que maintenant il y a des nouvelles technologies qui permettent de faire ça de bien mieux, mais il faut en gros se synchroniser, se coordonner pour aller sur des espaces meilleurs, et puis aussi réclamer la portabilité. Donc nous on implémente une partie pour X, mais ça devrait être dans le droit européen une obligation. Dans le DSA, il y a écrit que les plateformes doivent vous le donner gratuitement, même, normalement. Donc voilà, il y a des solutions. Demain, si on va tous sur cette plateforme, vraiment, hein, dès lundi, on est dans d'autres environnements et on n'a plus les problèmes dont on parle. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Merci beaucoup pour cette grille de lecture. C'est d'une certaine manière rassurant de se dire qu'on a des solutions, bon, pas pour tout, on a une solution pour les réseaux sociaux. Et de se dire qu'on peut recréer un numérique différent, plus diversifié et qui respecte nos libertés. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question ou pas? Ah, ok, on va prendre une question. Bonjour. Merci beaucoup déjà pour cette intervention et les solutions hyper inspirantes que vous avez pu évoquer. Donc, face à la guerre informationnelle qu'on a en ce moment et des milliardaires qui rachètent des réseaux sociaux, la presse papier ou la presse télévisée, il y a aussi une question dans tout ça de guerre de pouvoir sur ces réseaux d'information. Et beaucoup des solutions que vous présentez sont extrêmement inspirantes parce qu'elles recréent un réseau plus équitable et open source équilibré à des petites échelles. Ou alors, si je pense à Quota Climat, faut un énorme travail en misant sur la réglementation plutôt pour obtenir des résultats. Et ma question sera plutôt, est-ce que vous envisagez collectivement, chez Data4Good ou dans chacun de vos projets, des solutions de mise à l'échelle, presque, peut-être pas le dire comme ça, mais d'entrer dans le combat aussi, de prise de pouvoir sur ces réseaux, voilà, pour essayer d'obtenir des résultats qui seront à la hauteur des problèmes qu'on rencontre d'un point de vue volume, quoi. Je peux juste commencer à répondre. Juste, je rappelle que si on arrête d'acheter, ça ne se vend plus. Et si c'est la question de savoir est-ce qu'il y a des infrastructures possibles, genre européennes, genre réseaux sociaux, en fait, elles existent déjà. C'est-à-dire qu'il existe déjà des protocoles pour créer, par exemple, le réseau social Mastodon qui est décentralisé. Il faut savoir que le coût d'opérer un compte Mastodon à l'année pour un opérateur, c'est 1 €. C'est-à-dire qu'en gros, si chacun on accepte de payer 1 €, genre plus 4 € pour le service par an, on a tous un réseau social souverain. Donc en fait, il ne faut plus attendre le sauveur, genre la grosse entreprise publique ou le grand EG qui va créer un espèce de gros mastodon centralisé. Ça, c'est un modèle d'avant. Le nouveau modèle, c'est on se met d'accord sur des protocoles, c'est-à-dire on se met d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire publier une information, qu'est-ce que ça veut dire la partager, de même qu'on s'est mis d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire téléphoner ou qu'est-ce que ça veut dire créer un site internet. Et après, il y a plein d'acteurs qui vont créer des zones qui pourront toutes être interconnectées parce qu'on parle le même langage. Et ces zones-là, elles existent déjà. Donc il y a actuellement 2 protocoles ouverts. Il y a Mastodon qui n'est pas une entreprise, qui est complètement décentralisée et où il y avait vraiment les mêmes fonctionnalités que Twitter et où par-dessus vous avez plein d'applications qui permettent de rentrer dans cet écosystème, pas forcément que l'application Mastodon, vous avez plein d'autres applications. Et sur cet écosystème vont se construire progressivement plein d'autres services. Et vous avez Blue Sky qui est en gros une spin-off de Twitter, parce qu'avant que ça devienne X, c'est devenu Blue Sky, qui est une entreprise, qui aussi est sur un protocole décentralisé, qui n'est pas encore décentralisé parce que pour l'instant il y a un seul gros serveur, mais en tout cas c'est d'autres esprits. Mais donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les choses existent déjà.
en fait. C'est juste qu'on ne s'en empare pas. Et on ne s'en empare pas, notamment parce qu'on est bloqué par l'audience. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces outils de portabilité qui permettent de recopier une audience d'un endroit vers un autre. Mais vraiment, c'est à nous de décider. On a des barrières imaginaires, hein, c'est pour l'instant. Hein, les choses existent maintenant. On n'a plus qu'à s'en emparer. Je dirais qu'il y a beaucoup de barrières marketing, malheureusement. Ces entreprises investissent énormément. Donc il y a un gros défi. C'est une question d'information, hein, de certaine manière, d'être beaucoup plus sensibilisé à ça et de faire le move dont parle David. Je rajouterais quand même. Donc il y a un gros défi sociologique. Il faut amener les gens à s'intéresser à ça. Mais pour moi, il y a encore des gros défis techniques aussi. Notamment dans la conception d'algorithmes de recommandation sécurisés, démocratiques, comme on veut en faire de la démocratie numérique, c'est extrêmement difficile. Vous allez voir n'importe quel expert en cybersécurité, vous lui demandez est-ce qu'on peut sécuriser le vote électronique, il va vous dire c'est extrêmement compliqué, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et en plus, sur la couche réseaux sociaux par-dessus, il y a encore d'autres complications qui s'élèvent par-dessus. Moi, mon appel, c'est vraiment pousser les chercheurs à faire ça, de ça leur priorité de recherche. Aujourd'hui, le CNRS, l'INRIA, ce sont des instituts publics qui sont censés être au service de la société. Et aujourd'hui, le nombre de partenariats qu'ils ont avec Google et compagnie, ils sont vraiment pieds et poings liés souvent avec ces entreprises. Ils travaillent souvent les intérêts d'entreprises étrangères. Et donc pour moi, il y a un gros enjeu à appeler la recherche publique à réorienter son attention et à faire des technologies au service de la démocratie et du bien commun. Et en un mot, ce qu'on fait nous en matière de détection de la désinformation, on essaie de faire en sorte que ce soit en open source pour pouvoir l'appliquer à d'autres datasets dans d'autres pays. Et donc actuellement, on essaie d'équiper 5 pays pilotes en matière de détection de la désinformation. On espère l'élargir davantage avant la COP30 pour que d'autres personnes puissent avoir les résultats de notre production de données. Juste pour ajouter quelque chose qui est vraiment important et qu'il faut bien comprendre, c'est que, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais avec la montée de l'IA, tous les réseaux sociaux, etc., les Reddit, ils ont fermé leurs données. Ils ont fermé leur accès. Notamment parce que, alors pour deux raisons, d'une part, je pense que pour certains, ils ne voulaient pas qu'on continue à mesurer la désinformation, etc. dessus, mais l'autre, c'est qu'ils voulaient garder le capital de données qu'ils avaient et pour l'exploiter pour leur propre IA. Et donc, il y a tout un enjeu, c'est d'aller vers des infrastructures où là, c'est ouvert. Et encore une fois, à partir du moment où là, vous êtes sur Mastodon ou Blue Sky, où c'est plus ouvert, c'est-à-dire que vous avez accès en tant que chercheur, en tant que citoyen aux données, vous pouvez entraîner, etc., vous pouvez bâtir dessus, vous pouvez bâtir des nouveaux algorithmes de recommandation. On ne peut pas bâtir de nouveaux algorithmes de recommandation sur X, par exemple. C'est complètement fermé, on n'a pas accès, on ne peut même pas suggérer, à part faire des plugins qui vous remplacent votre page HTML, mais c'est pas du bricolage, parce que souvent c'est très bien fait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un contournement, on nous force à faire quelque chose en fait, qui devrait être naturel. Donc il faut commencer par la base, il faut aller sur des environnements où on a la liberté d'agir, on a la liberté d'interagir, et à partir de ça, plein d'acteurs, des chercheurs, la société, etc., vont construire des services par-dessus. Et tout l'enjeu des GAFAM aujourd'hui, c'est de vous retenir. Je rappelle que Elon Musk, quand il a racheté X, les gens se sont dit, bon, une partie, on dit, ça va pas, on va aller sur Mastodon, qui à l'époque était juste naissant et donc absolument inconnu. Qu'est-ce qu'a fait Elon Musk? Il a fermé le compte X de l'instance Mastodon, comme ça voilà, c'est fini, et il a enlevé tous les liens de X vers Mastodon pour que les gens ne soient pas informés. Donc en fait, vous êtes dans des environnements qui sont entièrement contrôlés, et quand ça vous les dérange, on enlève juste l'information. Donc la question, c'est est-ce que vous acceptez ça ou pas? Si vous n'acceptez pas ça, vous changez, c'est tout. Du coup, la première étape de ça, c'est de comprendre en fait qu'on est captif de ces plateformes et de s'informer. Donc merci d'avoir été là ce soir et d'avoir fait cette première étape. Et du coup, maintenant, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut rendre en fait ces nouvelles plateformes ultra sexy et cool et qu'il y ait plein de gens dessus. Donc foncez dessus, mettez plein de messages et convainquez les gens autour de vous. Et c'est qu'en faisant masse qu'on peut réussir aussi à essayer d'aller dans des espaces plus libres. Donc je suis désolée, on n'a pas le temps de prendre d'autres questions. Alors, c'est pas fini. Il y a des petits stands pour ceux qui veulent rester et parler avec des solutions, les solutions qu'on a présentées tout à l'heure, notamment qui vous aident à mesurer l'empreinte carbone de votre code. Je ne sais pas, Théo, si tu veux les présenter. Tout à fait. On a
personnes, enfin 4 groupes d'associations avec qui vous pouvez parler. Au premier rang, donc Claire, James, Caroline qui représentaient GenAI Impact avec le quiz, peuvent vous parler encore de plein de choses sur l'impact de l'IA générative. On a Code Carbone dont on parlait pour mesurer l'empreinte carbone du code. Ils ont ramené un truc hyper cool que vous avez probablement jamais vu de votre vie, c'est-à-dire c'est un GPU, donc un vrai serveur de calcul qui est connecté à un logiciel pour mesurer l'empreinte carbone. Donc vous pouvez aller voir ça, j'avoue même moi j'en avais jamais vu, c'est hyper cool. On a normalement dans le coin par là, je pense, on devrait avoir Pruna AI qui justement compresse les algorithmes d'IA pour qu'ils prennent moins d'empreintes carbone. Et ensuite, on va garder ça par là avec, si vous voulez parler de Data for Good, il y a plein de gens de l'association qui restent là, à peu près par là. Merci beaucoup.